Parti. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours en fait de ce qu'on aime. Donc voilà, aujourd'hui un épisode un peu spécial, puisque Kiksama, notre Grand Master chroniqueur, n'est pas avec nous, mais c'est Lana qui a pris la relève avec brio et qui va host à mes côtés. Bonsoir. Comment ça va, Lana ? Ça va très bien. Bon. Et toi ? Cool. Bah écoute, ça va comme un... Il fait chaud. Alors vas-y, franchement, il fait chaud. Très très chaud. Là, je ne bouge pas et pourtant j'ai l'impression de suer quand même. C'est assez terrible. Après, ça va, là, les conditions, j'ai fait en sorte que ça soit un Ouais, petit peu... ouais, bien sûr. On frais. est toujours bien reçus dans les studios de... Et puis voilà quoi. Studio éphémère, bien sûr. Voilà, mais donc Lana qui va présenter avec moi. Et puis, si vous attendez avec impatience de savoir ce dont on va parler, alors sans plus attendre, je vais présenter notre invité pour pouvoir enfin l'émission lancée. Il est avec nous suite à ses nombreuses réalisations vidéo. Nous l'avons rencontré à la Brasserie du Digital et aujourd'hui, il va nous parler un petit peu de son métier, mais aussi de l'écosystème des vidéos en Haute-Loire et plein d'autres trucs qu'on a hâte de décortiquer avec lui. Donc tous ces sujets-là, nous allons les aborder avec, mesdames, messieurs, Duncan. Bonjour Duncan, comment ça va ? Bonjour à tous, merci de me recevoir déjà. Ah, un plaisir. Duncan, toi, t'es en deux mots, t'es plutôt t'es ce qu'on appelle un vidéaste en fait, finalement. C'est ça, vidéaste à tendance réalisateur. Ouais. Je suis en train de prendre le chemin plutôt réalisateur. Réalisaste. Réalisaste, Ouais, voilà, c'est c'est pas vrai, mal. c'est Ok. c'est un micmac un peu des deux. Très bien. Donc, écoute, on reviendra un peu plus tard sur toutes tes activités, un petit peu comment ça se passe et tout, parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet hyper intéressant, notamment pour nous qui habitons en Haute-Loire, avec ce champ-là d'action qui est assez peu développé, bien qu'il soit en grosse voie de développement et de professionnalisation. C'est de plus en plus de gens qui sont sur ce créneau-là, mais en tout cas on parlera un petit peu de comment ça se passe et tout ça, mais comme à l'habitude, on va d'abord commencer par quelques infos un peu insolites. La première dont j'aimerais vous parler, c'est dans les pays du Nord. On va aller du côté de la Slovaquie. Une bande de cygnes, l'oiseau, et pas le cygne, parce qu'un canard sur un lac c'est un cygne, mais là on parle bien des cygnes, a un comportement un petit peu spécial. Est-ce que vous sauriez deviner ce qui leur arrive à ces braves cygnes ? Wow. Ouais, c'est... Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indices, peut-être ? C'est en Slovaquie. Ok, en Slovaquie. Voilà. Ils boivent de la vodka. C'est pas ça, mais c'est pas si loin que ça. Figurez-vous, on est sur un comportement un peu particulier, un petit peu ce qu'on appellerait chez nous un comportement à risque. D'accord. Le lieu, peut-être ? La Slovaquie. Oui, non, mais d'accord, mais... En Slovaquie, il y a plein de lieux. Dans les champs. Dans les champs. Dans les champs. Ouais, dans les champs. Des cygnes. Des cygnes. Rien à voir avec le chant du cygne, bien sûr. Je vois pas. Mais vraiment... Ils volent. Ouais, ils volent et en fait, ils se posent dans les champs et ils consomment quelque chose. Ah, du blé. Non, pas du blé. Du pavot. Oui, exactement. Ok. Ils consomment du pavot. En fait, c'est environ 200 de cygnes qui ont jeté leur dévolu sur un champ de pavot. Et donc c'est une fleur, une variété de coquelicot qui est notamment cultivée pour fabriquer des médicaments à base de morphine, de codéine, d'opium, tout ça. Le problème, c'est que le pavot, c'est une drogue avec des effets assez puissants. Et donc les cygnes sont complètement éclatés. En Slovaquie, ils arrivent même plus à s'envoler. Certains sont même devenus dépendants parce qu'ils reviennent tous les jours et ils partent en rampant. Donc c'est Waouh. c'est assez incroyable. Donc des cygnes toxicomanes. Mon Dieu. Ouais. Vous connaissez d'autres animaux là comme ça qui ont des comportements de ce genre-là ? Vous avez jamais vu ça ? Genre les chevreuils par exemple, ils mangent des fruits fermentés et du coup après ils sont un peu bourrés. D'accord, puis Ouais. je savais pas du tout. Voilà, il y a plein d'animaux comme ça qui s'éclatent à se faire plaisir. Donc voilà. Moi, j'ai déjà vu des chats qui aimaient bien humer certaines substances. Allez. L'herbe à chat.
Voilà, va l'herbe appeler ça achat. comme ça, Ouais, l'herbe on va- achat. on va dire ça. Ouais. Ok, très bien. Deuxième news tout de suite. Nikos Aliagas, vous connaissez? Oui. Non, qui sait? Dis-nous en plus. Un présentateur, un animateur de TF1. Surprends-nous, Clem. Et ben, il y a quelque chose qui s'appelle Nikos Aliagas. Ok. Il a pris du pavot. Il adore l'herbe achat aussi. L'histoire ne nous le dit pas. Mais c'est possible, ceci dit. Hein. Mais non, en gros, il y a quelque chose qui porte son nom. Aujourd'hui, est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? Vous savez, il y en a, c'est des rues, il y en a, c'est des bières. Lui, c'est autre chose. Aliagas. Je sais pas. On a baptisé quelque chose qui a été créé récemment. Pour lui ou juste son nom? C'est juste à son nom. Ils n'ont pas forcément été créés pour lui, mais... Une marque de moussaka. Non. Un nouveau pas de sirtaki. Allez, hop là, on se les fait toutes. C'est quoi le tzatziki? Putain, alors, tiens, petit disclaimer. Le tzatziki, vous en pensez quoi, vous? Incroyable. Ah ouais? Incroyable. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est l'aliment le plus inutile du monde. À la cuillère. Ouais, putain, non, c'est juste du fromage blanc avec du persil, quoi. C'est ça Bah, qui est bon. justement, Ouais. oui, dans les grandes chaleurs comme aujourd'hui, par exemple, ça passerait Ouais, bien. Je trouve que tout le monde en fait tout un plat, alors que finalement... Bref, non, Nikos, qu'est-ce que c'est qu'il a pu... C'est une fleur. Une fleur. Une fleur qui a été créée, qui s'appelle la Nikos Aliagas. Et pourquoi? Comment on en est venu là? Eh ben, on en est venu là... Eh ben, écoutez, j'en sais trop rien, mais... Bah écoute, merci de ta prestation. En tout cas, il y a des gens qui ont créé, tu sais, ils font des croisements de fleurs. Un pépiniériste qui a fait des croisements de fleurs, il l'a appelé Nikos Aliagas. Et donc, on voit Nikos qui arrose le rosier avec une bouteille de champagne. Je suis pas sûr que ça marche très très bien, mais en tout cas, il fait ça. Et il se dit honoré et ému par ce geste symbolique. Voilà, ça l'a renvoyé à son grand-père Spiros Aliagas, un homme de la terre qui chantait au crépuscule à ses oliviers, ses orangers, ses jasmins et ses roses. Donc voilà. Bel hommage. Bel hommage à cet homme de lettres finalement qui est Nikos Aliagas. Cet homme de terre maintenant. Cet homme de terre, finalement un peu cet homme de tout. Voilà, Voilà. exactement. Hein. Petit applaudissement pour Nikos Aliagas. Oh bah tu parles. Allez. Salut à tous, c'est The Voice aujourd'hui, on est là, Zazie, bonjour. Le Nikos approximatif. Et si on partait du côté de Rouen? Allons-y. Vous connaissez la ville de Rouen? Brièvement. Brièvement, Seine-Maritime, l'armada de Rouen a battu un record du monde qui était jusque-là détenu par les Bretons de Saint-Brieuc. Jusque-là, il y avait 1338 participants au précédent record et l'armada de Rouen a fait une participation de 3940 personnes. Quel est ce record qu'ils ont battu? Avec leur armada? Non, avec Oh. tout le monde. En gros, Ah. c'est l'association Dans la d'Armada ville, qui a organisé un événement avec auquel 3950 personnes ont participé et donc inscrit dans le Guinness Book des records. Un événement populaire que tout le monde aime faire, mais que personne n'avoue. Waouh. Ah ouais. Ouais. On est dans quel domaine? On est dans le domaine de la danse de mariage, je dirais. Tourner les serviettes. Alors pas vraiment du tournage de serviettes, mais un peu dans ce genre de danse là, vous savez que. Tourner quelque chose? Non, il y a rien, y a pas d'idée de tourner. Hein. C'est voilà, ça redémarre. Comment je pourrais vous dire? La chenille, le C'est train. la chenille. Enfer. Effectivement, une chenille de 3950 personnes qui a été organisée à Rouen. Waouh. Comme quoi, quand on a des ambitions dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Toujours possible de les réaliser. Donc on salue nos amis de Rouen et nos amis de Saint-Brieuc qui ont perdu le record qu'ils avaient essayé de battre eux-mêmes, mais ils n'ont pas réussi. Et du coup, c'est bien Rouen qui a maintenant le record. Bravo à nos amis rouennais. Je sais pas si on dit rouennais. Peut-être c'est les gens de Rouen. Ouais. Je sais pas. Bel objectif. Hein. Ouais, en tout cas, c'est bien joué. Le Japon. Vous connaissez ce pays, le Japon, après le Covid, les gens sont traumatisés et ils doivent réapprendre à faire quelque chose, alors ils prennent des cours pour le faire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Depuis le Covid? Oui, un post-Covid. Au Japon. Au Japon, Ah. il y a des cours pour réapprendre à faire quelque chose que les Japonais ont oublié. À marcher. Ah. Pas marcher, non. Je sais pas. C'est très très con. Hein. J'allais dire faire la bise, mais ils font pas la bise Ah non, là-bas. pas Ils font ouais. pas la bise, non. Ils font pas la Ouais, bise. c'est une hérésie, ça. Je sais pas.
Franchement, je sais pas. Ouvrir des portes. Retirer le comme ça. masque. J'en Mhm. sais rien. Quand on retire le masque, en fait, après, on laisse apparaître Ah, la bouche. la bouche. et Ah, donc, à se maquiller, Parler à Non. parler. tout ça, vraiment le plus simple du monde. Hein. Le premier truc qu'on apprend quand on est bébé. À À parler. manger. À faire des sourires. Et oui, les Japonais D'accord. ont des cours de sourire. Ah, ok. Si c'est pas incroyable ça, parce qu'ils estiment qu'ils n'arrivent plus à sourire correctement. Et en tout cas, ils réapprennent à sourire. Il y a des 55 € la séance quand même. Mais c'est pour, super triste. pour aller apprendre à sourire. Bah, c'est super cher en plus. Oui, déjà, oui, 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 oui. non, mais sans parler d'argent, Clem. Ouais, bah, Et enfin, c'est moi, pas les mêmes problèmes, surtout. Ouais, mais- Mon Dieu. Faites Eh comme oui. moi, ne souriez jamais. Ne souriez pas. Soyez un gros con et tout ira bien. Ça vous coûtera moins cher. Mon Dieu. Et oui. Et oui, oui. Donc voilà la petite news supplémentaire. Cette semaine a eu lieu. Attends. Rouennais. Hein. Rouennais, j'avais raison. Ouais. Ah, t'étais dessus depuis tout à l'heure, là Ouais, non, mais en fait, j'attendais que. Ok, très bien. Rouennais, C'est super. un blanc. Vraiment Donc, le on s'a- placer. On salue tous nos amis rouennais. Rien à voir avec Juanes, le chanteur de La Camisa Negra. Eh oui, c'est bien Rouennais. Le Hellfest. Vous écoutez du métal, toi, Dunk? Ça dépend des périodes. Ouais. C'est des choses un peu très mainstream, quand même. Ouais, du ouais, du Ozzy Osbourne, Metallica, Ouais. et encore. Disons que c'est assez éphémère, c'est des périodes très rapides. Ouais, mais j'en c'est- écoute. De temps en temps, tu veux te faire un petit kiff, tu te mets un peu de C'est métal. ça, à la Mais- salle. T'en écoutes, toi, Lana? Moi, il y a juste. Mais en fait, Pas du tout. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai trop peu de culture musicale dans ce domaine-là. D'accord. Mais si, ça peut exister, hein, que Ouais. j'aime bien. Ça arrive, Ce genre quoi. de son, mais voilà. Ça arrive. Donc le Hellfest, c'est 150 000 personnes. C'est un très très gros événement. Ça a l'air incroyable. Au par niveau contre. du métal mondial, hein, c'est parce Ouais. qu'avec il y a quasiment tous les groupes importants et moins importants qui se sont déjà produits au Hellfest. C'est Cette 7 année. jours. C'est sur 7 jours. C'est sur 7 jours. C'est Ouais. incroyable. Non, c'est oufissime. C'est oufissime. Et donc le Hellfest, est-ce que vous savez, le premier sponsor du Hellfest, et maintenant le Hellfest est devenu le premier sponsor de cette entité finalement. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est? La première association, première entité qui a soutenu le Hellfest. C'est quelque chose qui a rien à voir en plus. Hein. Ah, Je rien crois que du j'ai tout. déjà entendu quelque part Rien en du plus. tout. C'est vraiment complètement étonnant parce que tu te dis, mais les mecs qui ont Hellfest, ils sont à 2 milliards d'années de cet univers-là. Ah ouais? Ouais. Tant que ça? Ouais. Il y a pas un truc avec un supermarché ou quelque chose comme ça. Non, non, C'est non, pas non, une non. bêtise. Non, c'est quelque chose auquel a appartenu le fondateur du Hellfest quand il était enfant. Alors là, j'habille. Du coup, je sais pas, c'est peut-être dans le sport? Ouais, c'est dans le sport. Ouais. Le cricket. Quel sport? Le. Non, mais un sport plus répandu quand même que le cricket. Un sport très répandu. C'est juste qu'on n'imagine pas les métalleux y jouer, quoi. Ah, un club de foot. Exactement, local, le club de foot, l'Étoile de Clisson, donc qui est le premier endroit, enfin qui est le club de foot de la ville où se passe le Hellfest et qui avait prêté le terrain de foot pour le premier Hellfest et tout. Et donc en fait, au début ils avaient attaqué eux en soutenant le Hellfest et aujourd'hui c'est le Hellfest qui est devenu le premier sponsor en fait de ce club et c'est eux qui payent les maillots, tout ça. Donc Bah, c'est incroyable, je l'ai Ouais. regardé par contre. c'est une histoire plutôt. Ouais, C'est une belle plutôt dingue, reconnaissance, quoi. surtout. C'est clair. Donc c'est trop chouette. Donc trop bien. Et puis toutes les années, en fait, les bénévoles du club de foot servent des cafés aux festivaliers. Ils se font un petit billet comme ça. Donc voilà. Donc trop bien. Trop bien. Ouais. Trop bien. Une belle petite histoire. C'est incroyable Hellfest. Hein. Ouais. Ça, même si par exemple j'écoute pas tellement de métal que ça. Bah c'est ça quelque donne chose envie que de je veux le faire quoi. participer, Mais hein. au niveau Ouais. des scénographies et tout, ça a l'air Ouais. incroyable. C'est ça. Puis Ce que il j'allais y a dire. quand même des groupes de malades, hein. Ah, ouais, Rammstein, etc. Ouais. Mais en fait, j'ai vu quelques photos, enfin Mhm. quelques stories, et ils ont l'air d'avoir construit limite un village un peu autour. Ouais, mais c'est ça. C'est un C'est un village truc de qui fou. reste à 24 en fait, tout le temps. Ok. Bah, Et c'est il y a- très stylé. Il y a un espèce de générique à la Game of Thrones, tu sais, où tu vois pop tous les trucs du Hellfest. Donc au début t'as la scène, après t'as les tentes et tout, puis tous les Ah ouais. spots. Enfin c'est trop marrant, allez voir ça. Ça doit s'appeler le Game of Thrones Hellfest, je pense, D'accord. sur YouTube. C'est assez marrant à voir. Donc
Puis ça a l'air très familial, je Ah trouve. bah par contre oui, Ouais. c'est la communauté de façon un peu métal en soi, ça reste quand même... Oui, c'est des gros nounours en fait. C'est ça, c'est pas tant désarraché que ça finalement. Je pense qu'ils sont beaucoup moins arrachés que sur beaucoup d'autres festivals plus mainstream quoi. Après, 800 000 litres de bière quand même. Je pense qu'il y a beaucoup moins de problèmes que dans d'autres Ouais, mais festivals, bon, hein. faut. Parce que ça reste quand même vraiment un secteur qui est très niche. Enfin, Oui. niche. Oui et non, mais... Oui, c'est ça. Mais qui est niche, mais là c'est vrai que le Hellfest c'est vraiment the place to be pour tous les amateurs de métal. Moi j'ai jamais été, tu vois, je suis pas un grand amateur de métal, mais je pense que si on me disait tiens Clem, j'ai 2 jours, t'es chaud d'y aller, moi j'irais, tu vois, Oui, carrément. au moins pour voir. 400 balles la semaine. C'est pas Après, énorme. Hein. oui, c'est pas énorme, mais faut Ouais, les c'est pas- sortir. C'est ça Ouais, le mais coup. bon. Oui, mais c'est pas. Je veux dire, t'as une semaine avec des infrastructures qui sont montées pour, tu vois des groupes de maboules. Oui, au final, T'es quand pas tu le obligé ramènes d'y à aller ce une que c'est. semaine, en Ouais. Tu prends des festivals comme Tomorrowland, là Ouais. ça te revient à 2 salaires, quoi, par exemple. Ouais, des festivals Tomorrowland, comme ça. c'est cher. T'as pas le droit de te loger à Je me côté, il faut te loger dedans, Ouais. enfin, c'est un truc de fou. Non, moi je trouve que c'est pas énorme, hein, 400 balles en fait. C'est énorme dans le sens où c'est une grosse somme, mais À sortir, ouais. si tu veux pour la prestation qui est proposée, c'est pas Oui, c'est vrai. si énorme que ça quoi. D'ailleurs, petit disclaimer pour les organisateurs du Hellfest. Si vous souhaitez inviter l'équipe des Puis Voilà Quoi pour qu'on vienne couvrir votre C'est avec grand événement, plaisir. parler de vous, machin, tout ça, avec grand plaisir, on est là, on est facilement joignable. Nouveauté cette année au Hellfest, un produit dérivé a été créé. Produit dérivé qui est très en vogue ces dernières années. Qu'est-ce que c'est ? Il y a tellement de produits dérivés en ce moment. Ouais, là c'est Produit dérivé. un produit dérivé. Un secteur ? Un secteur ? Dans quel secteur ce produit dérivé ? Culturel. Petit culturel. Moi je pense que c'est culturel, mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Voilà. Ouais, mais c'était tellement vague. Ouais. Ouais. C'est un produit dérivé dont on a beaucoup parlé dans le podcast, nous. Je sais pas, ça tourne autour des jeux de rôle ? Pas des jeux de rôle, non, mais des jeux de société, tout simplement. Ok. Mais c'est pas Magic Gathering Non, c'est un jeu qui s'appelle le Metal Quiz Hellfest. Ah, mais oui, par rapport au fait, j'étais pas. C'est vraiment sur le Hellfest, en fait, Ok. où t'as des questions, t'as le plateau, en fait, qui représente le site du Hellfest, et tu dois te balader d'endroit en endroit en répondant à des questions. Une espèce de mini trivial poursuite pour les métalleux. J'ai vu finalement. une petite initiative aussi au Hellfest que j'ai trouvé vachement bien. Mhm. En fait, ils ont fait venir un stand de la SPA, si je ne Ouais. me trompe pas. Et du coup, tu sais, t'as plein de photos d'animaux qu'ils ont mis sur leur stand Oh. pour que tu puisses en adopter, On en a fait. adopté un. Voilà, Ouais, c'est trop mignon. chou. Entre autres, après, je sais pas trop ce qu'ils ont mis en place d'autres, mais Et par Ouais. la suite. oui, je trouve ça intéressant. Ouais, carrément. En tout cas, ça a l'air cool. Je répète, si Odé nous a invités, on est prêt, on est là, on est chaud. Très bien, après cette petite mise en bouche, on va passer à l'interview de notre invité. Ne quittez pas, ça se passe tout de suite. Et Duncan, on va parler un peu de toi. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ? Eh bien, Duncan, du moins je crois. Ouais. Jusque là, c'était bon. 23 Bonjour, ans. Duncan. Bonjour, Bonjour enchanté. Duncan. 23 ans. Du Puy-en-Velay, de Depuis naissance. Enlé, ouais. Même si j'ai pas fait tout mon ado par ici. Fan de sport, Ok. fan de films, de cinéma et, Ok. et principalement de vidéos. D'où mon métier. Du coup, en tant que fan de film, si je te pose la question de savoir quel est ton film préféré, j'imagine que tu peux pas me répondre. Non, c'est compliqué quand même comme question. Ouais, Fan c'est ou pas fan, c'est- généralement. ouais, Il y a ouais. tellement de critères et Non, c'est tellement une de... question. C'est la pire question qu'on puisse poser, je pense, Ah à ouais. quelqu'un que t'interviews pour du cinéma. Quoi. Même pour la musique en soi. hein. Ouais, même pour la musique. Oui. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Peut-être une patte de réalisateur, quelque chose, une vibe comme ça qui te séduit un peu plus. J'ai pas forcément de vibe ou de type de film préféré parce que franchement, Ouais. je peux regarder autant des films d'auteurs que les gens peuvent penser nanar ou Mhm. des films science-fiction, fantasy, biographie, enfin biopic, etc. Ouais. Après, moi, j'aime bien tout ce qui est quand même beau visuellement, là. Notamment tout à l'heure, on va parler de certains peut-être réalisateurs Ouais. ou autres, comme Dune et Batman, des choses Ah comme là, ça. Dune. Ça reste quand même. Dune, ça a fait plaisir. Moi, quand j'ai été le voir, tu vois, on est quand même dans une période où les blockbusters doivent aller vite, doivent aller fort, doivent aller tout ça. Et là, en fait, tu vas voir Dune, tu passes tout ton film à attendre qu'il se passe quelque chose. En fait, le rythme est complètement distendu.
il y a même des moments où tu te fais chier, mais je pense que c'est voulu que tu te fasses chier. Tu vois, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas que tu te fais chier. D'une, c'est un. Mais c'est que tu subis, tu vois. C'est un univers en fait qui est extrêmement énorme, vague et avec beaucoup de détails. Et d'ailleurs, là, le premier film qui est sorti, c'est même pas le premier film, c'est la première partie du premier film. C'est un univers qui est vraiment incroyable, très, très compliqué, même géopolitiquement parlant. Et ils ont très bien, je trouve. Ouais, moi, je suis fasciné par. La deuxième partie sort en fin d'année. Ah ouais, fin d'année, je crois que ça sortait cet été, mais ouais, carrément, on y va voir ça. C'est Denis Villeneuve qui fait ça avec Timothée Chalamet en tête de cortège, comme on dit. Oscar Isaac, je crois, qui joue dedans, qui est moi, il y a un acteur que j'aime bien. Il y avait Jason Momoa aussi. Oui, bien sûr, et Dave Bautista. C'est ça, voilà. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit synopsis? Parce que, par exemple, moi, là, je sais pas du tout de quoi vous parlez. Ça a l'air passionnant. Dune, en gros, c'est la famille je connais pas Paul Atreides, donc qui est héritier de la famille Atreides, qui est une famille qui est installée sur une planète où ils ont la gestion de la planète, et l'empereur, en gros, mute la famille Atreides sur une planète qui est désertique, mais qui en même temps est cruciale pour le développement de l'Empire. Donc en gros, c'est une espèce de cadeau empoisonné. Tu vois. Et donc ils vont débarquer sur cette planète-là avec ce cadeau empoisonné de l'empereur qui veut dire en fait les gars, on essaie de se débarrasser de vous. Et donc c'est comment la dynastie Atreides peut essayer de survivre à travers ce truc-là. Et puis c'est aussi c'est une quête initiatique, tu sais, un peu le classique du personnage qui se révèle à travers l'adversité, les épreuves qu'il va subir pour finalement arriver à trouver sa place. Il y a une espèce de côté un peu messiaïque. Très mystique, derrière. très. Après, le film retranscrit sa très vigilance, qui a l'épice qui joue aussi dans cette planète. En fait, c'est une sorte d'épice. Ça joue un rôle quand même assez important. En fait, l'épice, pour pouvoir naviguer dans l'espace, il faut consommer de l'épice. Pour que les gens puissent naviguer dans l'espace correctement, il faut qu'ils consomment de l'épice, sauf que c'est une denrée très rare qui se trouve que sur cette planète. D'accord. Donc voilà. Et en fait, il y a tout ce côté mystique, t'as raison, t'as un côté où c'est vraiment, tu vois, Paul Atreides, il a un côté Messi, en fait, il est pas Lionel Messi, le joueur de football, mais bien le Messi au terme religieux, où finalement, on comprend assez vite qu'il a attendu et qu'il a un rôle à jouer, qu'il le dépasse lui complètement, et qu'il va dépasser toutes les personnes qu'il va croiser. Et ça reste un récit, dans ses mécaniques scénaristiques très intéressant, mais assez classique, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour et toute la façon dont c'est étoffé qui est intéressante, je trouve. Et je trouve que le film rend vraiment honneur à ça très très bien. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Mais il faut foncer, foncer, que ce soit en livre ou même le film, la première partie. Le film est très très cool. D'accord, c'est adapté dans le livre est un peu dense en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de détails, très politiques. Le film arrive à digérer ça un petit peu pour le spectateur, ce qui est pas mal. Du coup, donc pour les gens qui sont pas trop lecteurs, le film, je pense, c'est une bonne porte d'entrée. Il y avait un film tard l'époque qui est sorti il y a très très longtemps, dans les années 80, qui est très indigeste par contre, parce que ça n'a rien à voir par rapport à celui qui a été refait là en c'était 2020, 2019, enfin 2020, 2021. 2021, je pense même. Mais ouais, il y avait un film avant qui était. Et la BO est incroyable d'ailleurs, la bande de son est incroyable. Bien d'accord. Donc voilà. Ça m'intéresse. Batman aussi, tu citais celui avec Robert Pattinson, le dernier de Batman. C'est ça, tout à fait. Je le cite surtout pour le directeur de la photographie. Ouais, la dernière scène là où il marche avec la torche rouge enflamme et que les gens le suivent et qu'il y a un côté tableau. La scène avec le pingouin, réussi, avec le pingouin en voiture, la course poursuite et tout. Incroyable, le pingouin, c'est Colin Farrell qui le joue et moi je m'en suis rendu compte après le film. Ah ouais, il y a eu un travail pendant le film, make-up incroyable. Dingue. Ouais. C'est vrai que visuellement, c'est un film qui est très beau, très bien réalisé. Très joli. Ouais, et puis le côté Batman qui prend des baffes, ça fait plaisir à voir. Ouais, mais par contre, le film en lui-même, le fond. Il y a tout un arc qui sert à rien là, toute l'histoire d'amour et tout. Moi j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça reste un arc des comics qui était très très fidèle, j'ai trouvé. Ok. Et moi j'ai trouvé ça un peu long. Il y a une performance, je trouve. Après tout le côté l'enquête et tout, vraiment bien foutu, même le dernier arc, le dernier acte, pardon, vraiment très bien. Mais ok. Donc du coup, sur ce genre de production un petit peu léché avec une espèce de patte visuelle, un parti pris quoi. C'est un peu ce qui t'intéresse. Ouais. Ok. Trop bien. Waouh, salut, ça va ou quoi? Comment est-ce que t'en es venu à exercer cette activité? Je veux pas dire que je touche à la photo ou à la vidéo depuis que je suis né, ce serait mentir. J'ai pas eu le don du. Je me suis né, je suis sorti de ma mère et j'avais déjà l'appareil dans les mains. C'est faux. Après, j'avais quand même une tendance un peu artistique de base dans le dessin, surtout dans le dessin, principalement dans la com. J'ai fait mes études dans la com. Enfin,
un bac dans la com. Les études, ça n'a pas été trop ça après. Mais voilà, j'ai toujours touché un peu à tout. Et après, je pense autour de mes 17 ans, 16 ans, j'ai commencé à sortir. J'ai acheté mon premier appareil photo après avoir bossé tout l'été pour l'avoir. Et à partir de là, je me suis lancé. Par contre, je ne l'ai pas lâché depuis une seule journée, quoi. Je l'ai toujours un peu eu. Ok, trop bien. Et du coup, après, tu passes sur la vidéo assez vite, j'imagine, ou pas du tout? Ouais, bah en fait, ça s'est un peu mêlé dans les deux parce que j'adore l'aspect visuel des choses. Donc forcément, la photo, j'ai attaqué par de la photo parce que j'avais une caméra qui n'était pas du tout adaptée. Voilà, pas du tout adaptée. Bon, après, on peut toujours s'en sortir. C'est pas vraiment la caméra en soi qui fait la vidéo. On peut toujours faire des choses. Rien que de nos jours, on prend notre téléphone. Avec les téléphones, c'est incroyable. On fait des choses incroyables. Mais en fait, je pense que ça m'a amené forcément à ça. J'étais fan de cinéma, j'étais à fond là-dedans et j'ai commencé à toucher. Et maintenant, actuellement, j'ai une préférence, généralement, forcément dans la vidéo, quoi. La photo, j'y fais encore, mais pas. Ok, beaucoup moins. C'est une question que moi je me pose d'ordre vraiment très très terre à terre. C'est comment t'organises tes prestations, comment t'organises tes tournages, est-ce que t'as ton propre matos, est-ce que t'en loues, comment tu fais ta prod, est-ce qu'en amont t'écris tes vidéos, ou alors est-ce que c'est quand t'arrives sur place que tu mets en place avec tes clients? T'es en train de tout résumer en soi. La vidéo, c'est un travail titanesque. Beaucoup de gens s'en rendent pas compte, que ce soit les particuliers, les petites entreprises, etc. Bon. Oui, parce que t'as l'impression que le mec il arrive avec son caméra, il filme et c'est terminé. C'est ça, et il y a un gros problème d'ailleurs là, actuellement, parce que la vidéo est en train de prendre de plus en plus d'ampleur, que ce soit par les réseaux sociaux, sous tous les formats possibles, vertical, pas vertical, etc. La vidéo est présente de partout actuellement, sous divers formats. Il y a des formats un peu plus dynamiques, quoi, comme je le disais pour les réseaux, et après on tend sur de la production commerciale pour les films, la télé, etc. Mais quoi qu'il se passe, même pour une vidéo sur les réseaux, il y a beaucoup de travail en amont, ce qu'on appelle la pré-production, où là du coup, avec le client ou les clients, ça dépend selon les prestataires, on va vraiment réfléchir à la vidéo, le client, la cible, pardon, excusez-moi, qu'on veut viser, les types de plans qu'on va faire, le repérage des lieux, les séquences, combien de temps elles vont durer, parce que du coup, on réfléchit au montage, bien entendu, avant de filmer. C'est pas, on arrive, on filme et on fait tout, on voit tout à la fin. Ça peut arriver sur certains types de tournages, comme des documentaires en suivi, mais la plupart du temps, la pré-production a un très très gros travail, un moodboard, un storyboard, etc. Donc ça prend des heures et des jours. Storyboard, moodboard, pour les gens qui nous écoutent, du coup, c'est en gros, c'est l'organisation, c'est la façon dont tu réfléchis tes plans en amont, comme ça, quand tu arrives sur place, tu t'as déjà réfléchi à comment seront organisés tes plans, qu'est-ce que tu vas filmer, où est-ce que tu vas le mettre. C'est ça. C'est ce qui se passe un peu dans la BD quand ils font les crayonnés. C'est exactement ça, en fait. C'est le même procédé qu'un film en soi, parce qu'un film, c'est fait par un moodboard. S'il y a n'importe quoi, là, récemment, j'étais sur un tournage pour une institut de beauté. J'ai fait un moodboard avec une soixantaine de vignettes où là j'imagine les prises, donc c'est vraiment du gribouillage, je fais pas des dessins d'art, tu vois, et tout est réfléchi. Ensuite on arrive le jour du tournage, donc là ce jour-là il y a beaucoup de matos généralement, donc on a du matos qu'on a déjà acquis. Moi je travaille avec une caméra cinéma Sony, des éclairages de base, certains micros, etc. Mais pour certains tournages, il nous faut du matos adapté au tournage. On va pas utiliser le même éclairage pour un facecam dans un studio, ou une interview dans un studio, ou alors un tournage à côté d'une piscine, par exemple. Ça va être des éclairages qui coûtent très très cher et qu'on n'a pas forcément les moyens d'acquérir. Là, on parle de milliers, voire 2000 euros minimum pour un seul éclairage. Pour une lampe, voilà. Et ça, beaucoup de gens pensent, parce que beaucoup de gens pensent qu'on a juste une caméra, mais il y a l'éclairage qui fait tout, les trépieds, les gels pour les couleurs, enfin il y a énormément de choses, tout ce qui est batterie, le stockage qui coûte des centaines et des centaines d'euros rien que de stockage. Donc la pré-production qui dure de un jour à même des mois, ça peut durer. Ça dépend des projets. Fait, voilà. Et ensuite il y a tout l'aspect encore pré-production. Qui là en fait c'est presque le plus gros, parce que le montage ça prend des heures, parce qu'on monte pas juste la vidéo et on monte pas juste une musique comme ça, tout le montage est adapté par rapport à certaines musiques ou des transitions de musique. Il y a un gros travail de sound design. Donc le sound design brièvement c'est tous les bruits qu'on entend, par exemple quand on va venir toucher ou gratter la table, comme je le fais actuellement, tout ça c'est fait au millimètre, puis après le son est modifié pour s'adapter à la scène, etc. Ça prend encore des heures et des heures. Et par-dessus ça, il y a l'étalonnage, qui ça prend par contre est extrêmement long. L'étalonnage, ça va, c'est la colorisation si vous préférez. C'est le choix où tu vas placer ton curseur de couleur par rapport au reste, c'est ça? C'est ça, en fait c'est vraiment toute la couleur. Si vous voulez, quand on filme avec les caméras professionnelles,
la couleur est, on appelle ça flat, c'est-à-dire que en fait c'est désaturé, c'est presque gris. Ouais. Et en fait là on module la couleur selon le mood qui a été Donc choisi. tu peux aller plus sur, si t'as envie de mettre du froid, tu vas aller plus C'est sur ça, du bleu. voilà. Créer une quelque chose certaine d'un peu plus atmosphère. chaud. Voilà. Les contrastes, les noirs, les ombres, tout est géré là-dessus. Et on met pas un fil qu'on balance pour toute la vidéo, parce que chaque scène est étalonnée, Bien sûr. d'où l'importance d'avoir un éclairage qui est pertinent tout au long des tournages, tout à fait, voilà. Et ensuite, tout ça fait la vidéo, qui est ensuite exportée, plus les révisions, etc. Donc en fait, c'est un travail, on pense que un tournage de 8 heures, le mec arrive, on prend derrière une petite heure de montage, c'est fini, c'est pas du tout ça, c'est des semaines entières de travail, d'où le problème actuel, voilà, où beaucoup de personnes ne comprennent pas certains tarifs, etc. Ouais, c'est vrai que nous, quand on a commencé un peu à lancer le projet, moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu verras, 1 minute de vidéo, c'est 1 heure de montage. Non. Ah non, après, Non. surtout ce qu'on fait, quoi. Ouais, puis c'est beaucoup plus en fait, parce que 1 minute de vidéo, c'est peut-être qu'1 heure de montage, mais comme tu dis, c'est aussi toute la prépa avant, c'est tout ce que tu auras anticipé pendant ton tournage, justement. Des fois, tu peux avoir une espèce de côté tourné-monté où tu peux gagner un peu de temps, tu vois, mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus complexe et une gymnastique beaucoup plus, dense que ce qu'on pourrait imaginer, quoi. Tout à fait, ouais. Puis en aspect créatif aussi, faut savoir où on va, faut savoir le rendu qu'on veut donner, il faut y réfléchir. L'aspect créatif dont on n'a même pas encore parlé. Non, là on est que sur l'aspect technique. On est vraiment sur la technicité. Donc, tu vois, qui demande un gros travail en amont et déjà un apprentissage personnel, avec formation ou sans formation, puisque du coup, par exemple, moi, j'ai pas fait de formation. Oui, toi, t'es complètement autodidacte. Moi, j'étais dans un secteur qui était totalement différent, professionnellement parlant, et je me suis lancé vraiment parce que, à force de le faire tout seul, à force d'apprendre, etc. J'ai fait beaucoup de cours en ligne, etc. Mais voilà, comment tu dis, en autodidacte. Et ça, c'est des connaissances que j'ai et que une personne pas du tout là-dedans n'a pas comme ça du jour au lendemain. Donc là, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça, c'est sûr. Bien sûr. L'expertise doit être valorisée, quoi qu'il en soit. Du coup, ma question, c'était un peu comment tu t'es formé, mais du coup, tu viens d'y répondre. En gros, c'est vraiment beaucoup d'autodidacte. Tout à fait, ouais. Du YouTube, des tutos YouTube, des choses comme ça. Beaucoup de YouTube. Ouais. Parce qu'on a tendance à dire, enfin, on a tendance à entendre plutôt que justement les tutos YouTube, c'est de la merde et qu'il vaut mieux aller faire des formations et machin, nanani nanana. Je suis pas d'accord. En fait, les écoles de cinéma. Bon, déjà, il y a les écoles de cinéma. Ça apprend des choses très rapidement, en fait. C'est qu'on pourrait apprendre, que j'ai apprises par exemple à côté, mais seul. Ouais. En fait, on a une structure, des enseignants, etc., en fait, qui vont venir te canaliser, qui vont vraiment se centrer sur les choses essentielles. Après, ils vont t'apprendre certaines choses au niveau du business, des contacts, etc. Mais je suis vraiment parti, moi de la team, on n'a pas besoin d'une formation cinéma pour faire de la vidéo. Ouais. Pour faire de la vidéo. Ça peut être cool si on peut se le permettre, mais dans mon cas là, moi personnellement, je suis vraiment parti de la team, pas forcément, pardon, j'en bégaye, de formation cinéma, quoi. Ouais, de toute façon, j'ai l'impression que il y a quand même une grosse partie des gens qui travaillent dans le milieu artistique, dans le milieu de la production artistique, qui sont autodidactes et qui justement ne sortent pas forcément des formations classiques. En tout cas, ça se voit. Moi, je me suis beaucoup intéressé, par exemple, à comment est-ce qu'on écrit une histoire. La plupart des gens, que ce soit ceux qui écrivent des BD, qui écrivent des bouquins, qui écrivent des scénarios de films. La plupart, en fait, ils se sont juste bouffés des portes pendant des années jusqu'à arriver à sortir quelque chose de correct, mais ils sont en aucun cas passés par une école de cinoche ou passés par tout ça, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un vrai problème, je pense, en France, où de se dire qu'en fait, il y a que les diplômes. La formation est plus valorisée que la compétence, tu vois. Et je trouve que c'est un vrai problème qu'on a. Bah, oui, ça c'est sûr que c'est un problème. Après, je trouve que c'est pas tant un problème que ça. Pour l'instant, je l'ai pas. Après, je suis pas à ton échelle, à mon échelle, voilà. Je l'ai pas ressenti qu'on me dise, parce qu'on ne demande pas de diplôme dans ce secteur-là. On dit pas, écoute, donne-moi ton master, donne-moi ton. Ça, on me l'a jamais demandé, puisque ça n'existe pas. Comme c'est des métiers quand même artistiques en soi. Et même certaines personnes qui ont fait des écoles de cinéma ou dans l'audiovisuel regretteraient presque, je dis pas qu'ils regrettent, mais presque d'avoir perdu, entre guillemets, autant de temps et d'énergie à faire ces études.
au lieu de s'être lancé directement. Et oui. Après, ça leur a apporté certaines choses comme des contacts, ce qui est extrêmement important. Ce qui est par hyper contre, important, c'est très très important. Mais certains, je sais que même moi, je m'étais intéressé à faire des écoles de cinéma, même actuellement. Il y a quelques mois, je me disais pourquoi pas tenter. Mais après tous les retours que j'ai vus, j'ai fait je vais continuer comme ça. Ouais, ça sert à rien en fait. De toute façon, quoi qu'il se passe, qu'on fait une école ou pas, on s'en mange des portes. C'est un métier qui se prend énormément de portes, beaucoup de refus, très dur à accepter au début. Parce que par exemple, sans parler de cinéma, je fais beaucoup aussi de vidéos corporate, donc avec les entreprises, des vidéos d'événements, etc. Il y a beaucoup de démarchages, et ça, bon, c'est des chiffres un peu à la volée, mais sur 100 demandes de mail, il y a 3-4 réponses qui, la plupart du temps, des fois, sont négatives quand on se lance. Ou alors certains qui disent ton prix est trop haut ou autre. Et bon, après, là, c'est encore un autre sujet par rapport au prix. Mais en fait, c'est un métier, quand tu te lances, il faut savoir et être conscient que tu vas avoir beaucoup de noms. Et quand tu as compris ça, tu continues en fait. Il faut garder la même allure de démarchage et ça va tout seul, quoi. Moi, j'ai écouté ce matin un podcast d'un mec justement qui était scénariste et qui disait moi, ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai écrit des centaines et des centaines d'histoires. J'ai écrit 12 scénarios de films. Il a été payé, le mec, pour écrire 12 scénarios de films. Aujourd'hui, là où il en est dans sa carrière, il y a un de ses scénarios qui a été complètement retravaillé, un de ses scénarios qu'il a pu amener jusqu'au bout, et un film qu'il a pu réaliser. Mais tu vois, en mangeant je sais pas combien de portes et de choses qu'il a pas pu amener jusqu'au bout. Et effectivement, c'est le gros problème sur des métiers, tu vois. Alors encore, c'est quantifiable, mais tu vois, la qualité et l'expertise c'est difficilement quantifiable en fait, parce que c'est juste, en gros, quand tu montes tes vidéos, les gens disent c'est joli, c'est bien, ça correspond à mon produit. Mais c'est difficile de dire celui-là il fait mieux ci, mieux ça. Enfin, tu vois, je trouve que tout à fait, oui. Il y a, tu vois, autant tu vas à l'usine, tu es capable de dire cette usine-là elle me sort plus de trucs que l'autre. Sur des vidéastes, pour les choisir, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, moi, je pense que c'est aussi une histoire d'alchimie que tu as avec les personnes par rapport au travail qui est fait, etc. Parce que, comment dire, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti que chaque vidéaste a un petit peu son univers. Donc, tu regardes son travail, tu vois. Enfin, faut voir après si ça colle ou pas à ce que toi tu veux mettre en valeur ou pas. C'est ça. Déjà, voilà. Bon, chaque vidéaste, filmmaker, on les appelle comme on veut, a sa patte. Après, sur les projets perso, surtout moi, j'ai ma patte vraiment sur mes projets perso. Après, des fois, je me décolle un peu de celle-ci pour faire des choses qui rentrent un peu plus dans certaines lignes et pour toucher plus de personnes. Parce qu'il faut que tu manges aussi, peut-être. Par exemple, une vidéo... déjà, il faut que je mange, tout à fait. Des fois, on l'oublierait presque. Certaines vidéos perso que j'ai postées, par exemple, sur mes réseaux sociaux, etc., il y a vraiment un style vraiment pris. On le voit. Alors que derrière, j'ai posté un truc, ça fait beaucoup plus lisse, parce qu'il y a beaucoup des fois d'entreprises qui, par exemple, les vidéos pour les entreprises, il n'y a pas vraiment de style. La plupart du temps, attention, parce qu'il y a certaines entreprises qui veulent un peu casser leur code, qui veulent des trucs un peu plus originaux, stylifiés, etc. Stylisés, pardon. C'est bien pour ça. En fait, c'est très vaste, il y a beaucoup à parler, de toute façon, sur ce sujet. Ça serait plus d'un podcast d'une heure. Mais là, c'est sûr. T'as fait un clip, d'ailleurs, récemment? C'est ça. Si j'ai bien suivi. Tout à fait. Story of Lore. Avec, j'étais assist réal, là, du coup, assistant réal du réalisateur, qui est Dylan, qui est un vidéaste aussi incroyable sur Clermont. C'était mon premier clip, parce que j'avais jamais fait de clip encore vraiment de musique. Et c'était une super expérience. C'était un clip très sympa. On l'a fait sur 2 jours. 2 jours, mais intense entier de 12 heures. Quoi. Voilà, c'est très. T'as fini tes 2 jours, t'as fini ta semaine. Tout à fait, c'est un clip de musique un peu jazz, blues. Enfin, je le mettrai un peu là-dedans. Et du coup, quand t'abordes ce travail-là, est-ce que tu le prends différemment? En plus, assistant réel, c'est pas exactement le poste que t'as l'habitude de prendre, parce qu'habituellement tu gères quand même tes vidéos de A à Z. Tout à fait, c'est la première fois. Du coup, comment tu te mets dans cette peau-là? Là, c'est la première fois que j'ai été pris du coup en tant qu'assiste et pas donc réel. Mais après, l'avantage, c'est qu'avec Dylan, on se connaît et on a quand même. Déjà, il avait assez carte blanche entre guillemets pour faire ce qu'il voulait. Et il a vraiment pris mon poste à cœur de me laisser quand même le guider, de me demander ses avis, etc. Et même certaines petites choses qu'on a changées par rapport à ce que moi je lui ai dit. Après, de toute façon, la vidéo, c'est un travail d'équipe. À petite échelle, on fait beaucoup de choses seul. Parce que c'est des projets pas à très gros budget, ou alors c'est pas vraiment des productions ou des réalisations. Mais à partir du moment où on arrive sur des clips, où on commence à faire des commerciales, c'est des équipes. C'est bien pour ça que t'as des cadreurs, t'as plein de choses. Tout à fait. On se rend pas compte de combien de personnes il y a derrière une pub à la télé. Par exemple, on parle de. Tout à l'heure, je regardais une pub de Lancôme. Lancôme, marque de parfum, etc.
Derrière ça, c'est des dizaines à quinzaines de personnes minimum pour 30 secondes de pub. Ouais. On a donc on a le studio, donc l'agence qui prend le projet. On a le réalisateur, l'assistant réal, le directeur de la photographie, l'ingé, enfin le ingé son, les gaffeurs. Enfin, il y a énormément de monde derrière une vidéo, mais c'est pas pour rien. C'est que tout seul, c'est impossible de gérer ça. C'est vraiment impossible. Et ça, il y a beaucoup de gens aussi qui n'en ont pas conscience. Que ça soit chez nous, dans les débutants, ou au niveau des particuliers entreprises. Que des fois on nous demande des projets, seul c'est impossible à faire. Pourtant, je pensais qu'avec, tu vois, avec YouTube, avec des mecs comme, tu vois, par exemple Pierre Cross qui montre vachement les coulisses, qui présente toutes les équipes, qui dit à chaque fois, bah voilà, on a une trentaine de personnes qui bossent dans l'entreprise pour arriver à faire les vidéos, tu vois. Je pense qu'avec des gens comme ça, en fait, ça démystifie un petit peu ce côté de... Ça dépend de la tranche d'âge. Ouais, c'est vrai. La plupart des entreprises, c'est pas des jeunes de 20 ans à 25 ans, c'est des gens un peu plus âgés, ou pas forcément, mais c'est des gens qui sont pas du tout dans ce secteur-là, ils sont pas encore touchés. Ça arrive, comme j'ai dit, la vidéo, elle commence à prendre plus d'ampleur et les gens ont de plus en plus conscience. C'est en évolution, pas dans tous les bons sens du terme, mais c'est pas tout le monde encore qui en a conscience. Il y a quand même encore une grosse marge à évoluer là-dedans. Plus aussi certaines personnes qui se lancent ou qui font ça à côté, en tant que vidéaste, et qui eux ne comprennent pas encore ça parce qu'ils n'ont pas besoin de vivre de ça, ou alors qu'ils sont pas du tout informés de tout ça, et ça casse aussi l'évolution de la chose. Et qui arrive sur une dynamique qui est pas remplie de mauvaises intentions, mais en fait, mais qui vient un petit peu, bah du coup, comme tu dis, casser la dynamique des autres. C'est ça. Ok. Trop bien. Lana, t'as 2-3 questions un petit peu à poser à notre invité? Et moi après, on a fait le tour. Ouais. Oui. Bon. Moi je voulais que tu m'expliques un petit peu comment ça se passe en Haute-Loire. Comment est-ce que tu fais pour te lancer en Haute-Loire? Est-ce que tu arrives à trouver des clients? Est-ce que l'écosystème il est important? Je sais qu'il est en développement, mais tu vois comment ça se passe dans le monde de la vidéo en Haute-Loire? Moi je le sais un petit peu parce qu'on met un peu le nez dedans avec Lana, parce que c'est des choses qui nous intéressent, mais c'est pour les gens qui nous écoutent peu que... En tant qu'auto-entrepreneur, donc moi je suis auto-entrepreneur, je suis pas en société pour le moment. Peut-être un jour, j'espère. Inch'Allah. Je touche du bois. Moi, je viens de Paris. Enfin, j'étais sur Paris avant de revenir sur le Puy. Pour me lancer, du coup, j'ai décidé de revenir sur le Puy pour plein de raisons. Déjà, financièrement parlant, me lancer sur Paris, c'est une bonne chose parce que beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de contrats, de contacts, etc. Mais se lancer avec aucune aide, parce que du coup, là, j'ai pas d'aide. Du coup, je partais avec salaire à zéro. Sur le Puy, beaucoup plus facile pour se loger, pour manger, etc. Et je voulais me rapprocher de ma famille, et puis le Puy, pour moi, je voyais l'opportunité du Puy comme élever un peu la communication dans le Puy, parce que elle est en évolution, c'est pas moi qui vais changer ça non plus, elle est en évolution, c'est top, il y a de plus en plus de petites entreprises, de commerçants, d'artisans qui font appel à de la vidéo, à leurs réseaux sociaux, et donc je voulais un peu être là-dedans, mettre la pierre à l'édifice, si vous voulez, travailler avec des boîtes, etc. Et je me suis buté du coup à plusieurs problèmes. C'est que les grosses boîtes ont déjà leur cercle de contact, mais ça c'est logique. De toute façon, quand on a confiance à une agence ou un studio, on reste avec, ou alors ils font travailler des sous-traitants mais qui connaissent, etc. Et ça c'est totalement normal. Nous les premiers, quand on a un bon médecin, on reste avec son médecin. C'est ça. Donc c'est pareil dans ce secteur-là. Et les petites entreprises, à qui j'ai essayé de proposer des choses un peu novateurs, je me suis un peu buté parce que les prix sont trop chers. Moi, selon eux, selon certaines entreprises, selon eux en tout cas, tout à fait, voilà, ils n'ont pas le budget, c'est ok, c'est totalement ok, mais le problème vient, comme je vous dis tout à l'heure, de certaines personnes, et je jette aucune pierre, ni je tape personne sur le doigt, c'est juste que... Mais après, t'as tout l'écosystème qui fait que c'est compliqué, tu vois, par exemple l'Aglo du Puy, qui a monté la page Le Puy Tourisme, tu vois, qui paye des gens, ou l'agglomération du Puy, paye des gens pour faire le boulot que toi tu vas faire, finalement, forcément... que tu vois, ça vient équilibrer les choses d'une manière différente. Alors après c'est pareil, les mecs de Le Puy Tourisme, leur boulot c'est de mettre en avant les dynamiques qu'il y a au Puy-en-Velay, donc ils vont le faire par la vidéo parce que c'est ce qui marche aujourd'hui. Et du coup effectivement, tu sais, j'imagine que t'as un peu ce discours de bah ouais mais t'as vu, ils l'ont fait gratuitement aux voisins, c'est quand même dommage de... C'est ça. Au début du coup j'ai essayé beaucoup de... même actuellement je suis toujours dans la discussion pour expliquer comme ce qu'on a dit en tout début du podcast, dans ma partie, tout ce qui se cache derrière une vidéo. Après moi, comme j'ai dit, je suis dans la réalisation vraiment de la production de vidéos, même qui sont axées pour les réseaux, c'est le même principe. C'est la même chose. Mais voilà, moi je sais ce que je vaux. Ça peut faire très... Non, après t'as ton expertise et en tout cas t'as tes compétences. Tout à fait, voilà. Je sais ce que je peux donner, etc.
Et même si je fais pour les réseaux sociaux, moi c'est une production. Ouais. Et donc c'était très dur à assimiler pour moi au début parce que j'essayais vraiment de négocier. Je me suis même dit des fois est-ce que je baisserais pas mes tarifs. Sauf qu'au final on en revient au même, si on se baisse les tarifs, il faut trouver 3 fois plus de contrats. Et on n'oublie pas que je suis auto-entrepreneur. T'as des charges derrière. Tout à fait. Et je suis pas en société. Et c'est un métier, ça, pour tous les gens qui se lancent, faut faire attention de bien calculer tout ça parce que en tant qu'auto-entrepreneur, on a un seuil qui est autour, on va dire, des 38 000 euros. Voilà. Je sais pas si ça vous dérange de parler d'argent. Non, pas du tout. Pas de problème. Pas du tout. Et il n'y a pas de charge déductible. C'est-à-dire que dans la vidéo, si n'importe quoi, on facture une vidéo à 500 euros, mais qu'on rajoute 100 euros de transport, 300 euros de loc, tout ça, donc, c'est fusionné, et l'URSSAF ne voyait pas la différence entre toi, ce que tu vas toucher, et toutes les charges que tu vas payer. Donc dans tous les cas, ils te prennent 22% dessus. Et dans tous les cas, ils prennent la totale pour arriver jusqu'à ton seuil. Et tout ça, en fait, c'est des charges énormes qui font que, même si on facturait des petites sommes, on est quand même taxé de ouf dessus. Et il en faudrait, même si on fait des vidéos à 300 euros, qui pour moi, c'est quasiment impossible là, pour la plupart des choses, hein, il en faudrait en faire une par jour. Et c'est pas un métier... c'est pas un métier où on va travailler une fois par jour chaque semaine. Tu peux faire une vidéo par jour. Tout à fait, c'est pas possible. Puis, enfin, il y a beaucoup de clients. Après, c'est possible de le faire, tu vois. Typiquement, si tu fais des petites vidéos pour les réseaux sociaux, quelque chose qui est pas très très léché, qui est pas très très travaillé, ou sur un truc qui est un petit peu, j'allais dire par-dessus la jambe, mais plutôt dans une dynamique, inscrit dans une dynamique. Qui a pas forcément besoin de gros matériel et tout. C'est ça. Toi, pour les vidéos que tu fais, c'est absolument impensable. Mais même faire ça, parce que passé un temps, je travaille avec une agence qui sous-payait. On est tous passés par là. Moi, je suis le premier sur mes réseaux. En fait, j'ai fait des vidéos sur TikTok, etc., où je décris les agences, qu'il y a un gros problème avec les agences actuelles qui travaillent que pour les réseaux, qui vraiment sous-payent les photographes ou les vidéastes. Et j'ai décrit aussi les collègues qui se sous-estiment ou qui cassent trop les prix des marchés. Mais moi-même, quand j'ai attaqué pendant les 2 premiers mois, j'ai été sous-payé à un moment avec une agence. J'ai arrêté ça tout de suite parce que sur long terme, en fait, on peut pas en vivre. Même si j'essaye de faire des vidéos à 200, 300, 400 balles, c'est cool, ça reste 400 balles, toi, bon, les charges, etc. Mais c'est impossible de trouver autant de clients plusieurs fois par semaine sur tout le mois. Bien sûr. Et pour vivre, il faut un minimum, impossible de l'atteindre, ou alors pas tous les mois. Sauf que là, on parle c'est ton boulot, tu dois faire que ça, il faut manger tous les mois, tu vois. C'est pour ça que une fois qu'on a compris ça, et qu'on nous dit non, j'ai pas le budget, ou non, on nous répond plus, etc., moi, je cherche plus tant que ça à comprendre. C'est pas mon client, en fait. Ce client est pas fait pour ce que je fais. C'est pas grave. Tout à fait. S'il y a aucun problème, je panique pas, parce qu'au début, je paniquais quand même, parce que je comprends. je passais d'un salaire de salarié fonctionnaire à 0 €. Je paniquais. Hein. C'était vraiment la panique. Je regardais mon compte bancaire tous les jours. Je regardais, ça montait pas, ça descendait. Je me disais, putain, Duncan, qu'est-ce que tu viens de faire là? Comment on va faire? Et en fait, j'ai pris le truc. Et j'ai démarché d'autres clients. Je me suis quand même mangé des grosses portes parce que ils avaient déjà leur vidéaste ou leur filmmaker. Mais au bout d'un moment, ça a pêché. Et à partir de là, je suis rentré dans certaines sphères de clients qui ont l'habitude de travailler ou qui ont vraiment le budget pour de la vidéo. Parce qu'il y en a, ils veulent beaucoup sans rien donner. C'est ça. Parce qu'il y en a aussi, ils n'ont pas forcément la conscience de tout le travail. C'est comme tu dis, ce job d'éducation, d'expliquer comment est faite la vidéo. Il y a ça, et bon là ça fait très critique ce que je fais aussi. Certains en ont conscience, mais ne veulent pas te donner quoi qu'il se passe. Eux ils veulent tout, mais rien te donner. Donc c'est pour ça ces clients ne sont pas faits pour toi, ils trouveront quelqu'un d'autre sûrement. Tant mieux pour eux. Hein, voilà. Et une fois qu'on a compris ça, on se lance. Et ça vient au fur et à mesure, c'est fait boule de neige. Hein, c'est vraiment de bouche à oreille. On rentre dans certains cercles. Certains clients te reprendront, ils vont en parler à d'autres collègues qui ont des entreprises, etc. Aussi, Et moi, ça s'est lancé comme ça. Sur le Puy, j'ai travaillé aussi avec 2-3 entreprises, c'était très sympa. Actuellement, mon travail, c'est la Haute-Loire, c'est pas mon secteur. C'est pas ton secteur d'activité principal. Pas tout à fait. Tu bouges partout. Partout. Selon après, ça dépend les semaines. C'est un boulot, en fait, il n'y a pas vraiment d'emploi du temps. Par exemple, si on prend cette semaine type, là, c'est sûr que je suis un peu partout. Là, comme je vous disais tout à l'heure avant le podcast, là, j'étais à Aix-les-Bains. Avec une institut, meilleure cliente, petite dédicace à elle. C'est des clients comme ça, c'est incroyable. Lundi, mardi à Aix-les-Bains. Là ensuite, je pars à Clermont quelques jours, Bordeaux et après Normandie. Voilà. Donc c'est tout pour le moment sauf la Haute-Loire. J'aimerais bien choper la Haute-Loire. J'ai fait quelques petits trucs à Clermont avec Dylan, celui avec qui j'ai fait le clip là, pour les notaires. Trop bien. Une école de notaires.
Mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé mon secteur t'as pas sur trouvé lequel on veut aller, ton public, enfin ta clientèle. non, quoi. et c'est ok, tu vois. Au Ouais. début, je lui disais, putain, ça fait un peu chier, tu vois. Mais, Ouais, Est-ce finalement ça te fait un pied à terre, enfin t'as un point de retour, Tout à mais, fait, mais voilà, tu te balades quoi. Et puis, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je voulais rebondir par rapport aux tarifs, etc. Je trouve que même au-delà de cette histoire, pour tous ceux qui se lancent, c'est important que vous ayez conscience en fait de votre valeur, parce que je pense qu'au début c'est très difficile d'en avoir conscience. oui, très. Et voilà, ne pas essayer de se brader et pour des personnes qui ne comprennent pas forcément. Alors Oui, donc et puis dans ce cas-là, c'est important de C'est pas d'expliquer. présomptueux C'est de pas savoir présomptueux. qu'on a des compétences et qu'on peut les vendre quoi. Au contraire, Tu vois, non. c'est Non, un- c'est Il faut trouver le juste milieu. Ouais. Ouais, Pardon. Exactement. faut trouver le juste milieu, mais exactement. Et une fois que tu as compris ça va tout seul. C'est sûr que, comme tu as dit, c'est très compliqué de se mettre une valeur. C'est pour ça que quand on se lance, ça c'est un conseil, vraiment, regardez ce qui se fait dans sa région, parce que c'est sûr que c'est pas non plus les mêmes prix. Oui, il y a un prix quand même de base, faut pas aller en dessous, Oui. mais ça va pas être les mêmes prix que dans certaines grandes villes, etc. Ça c'est sûr. Mais il faut pas se sous-payer, il faut pas se surpayer d'entrée de jeu quand on Ouais. attaque, parce que on a par exemple, moi, j'ai plus les mêmes compétences qu'il y a 2-3 ans, parce que C'est j'en ça. ai acquis de nouvelles, donc forcément, Oui. c'est ça aussi qui a donc changé. forcément ton tarot il a un peu augmenté Tout à fait. parce que tu fais Puis, les mêmes choses. j'ai travaillé avec certains clients qui m'ont Mm. apporté certaines choses. Quand on va rentrer dans une niche, par exemple, on n'a jamais fait j'avais jamais fait de prod, par exemple, pour une marque de vêtements. Mm. Donc forcément, je sais que je peux le faire, Ouais. mais forcément là, je vais me sous-évaluer un petit peu pour partir dans le Oui, secteur. en disant Mais une voilà, fois c'est qu'on- la première fois voilà. que je le fais, mais une fois Tout que à tu l'auras fait. fait 2-3 fois. Il y a l'aspect commercial et humain aussi qui rentre en compte. Mm. Ça reste un métier humain avant tout quand on Et parle oui. avec le client. Il Carrément. faut savoir faire entre guillemets des prix sur certains contrats. Une fois qu'on a déjà travaillé avec eux, moi je comprends pas trop de. Enfin moi je suis pas du tout dans on fait des prix avant de travailler ensemble. Je suis plutôt dans on fait des prix. Une si- fois qu'on a que si on la travaille collaboration est davantage ensemble, installée. Par exemple, une fois j'ai rencontré un client d'entrée de jeu, il m'a dit bah écoute, je te prends 5 contrats pour ce prod là, etc. Bah, là on réfléchit, Oui, bien sûr. on est correct. Quand on peut se permettre, Ouais. sur certaines choses, les frais, j'ai pas pu en déduire, c'est des frais, mais du coup j'ai réduit des coûts de production, j'ai fait des choses comme ça. Ouais, et puis après il faut être commerçant en Tout à fait, tout c'est ça. simplement. C'est ça. Derrière Et puis, un moment. Puis de toute façon, ils le voient quand t'es commerçant, ils en Ouais. sont conscients. Et ça, en fait, après, ça se fait tout seul. Mais c'est vraiment tout ça à prendre conscience quand on veut se lancer. Il faut calculer tout ça, il faut se renseigner bien avant, parce que c'est quand même une aventure de partir à rien, et c'est un métier c'est artistique. sûr. Il y a beaucoup de demandes, énormément de demandes, mais il y a Ça, c'est aussi sûr. beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres. Il y a énormément d'offres, ça explose de tous les côtés. Ça, il faut en avoir conscience. Ouais. Parce que c'est. Autant il y a des. Et puis, autant on va rencontrer d'autres personnes dans ce milieu-là qui vont être super accueillants avec toi, qui ont, par exemple, je parle souvent beaucoup de lui, parce que c'est un des seuls de la région avec qui je suis très, très proche, donc de Dylan, qui est sur Clermont. J'avais des questions, parce que certaines choses, je ne savais Oui, pas, tu sais pas, oui. tout à fait. Il m'a répondu du tac au tac, sans tabou, etc. C'était vraiment incroyable. Il m'a jamais mis de coup à l'envers. Il m'a toujours dit, ça je peux te faire, enfin si je peux te prendre sur ce truc, je peux pas te prendre, ça je pourrais pas, etc. Ça a toujours été incroyable. Par contre, t'en as certains, ils vont tout faire, parce que dans leur tête, en fait, il faut qu'ils aient tous les contrats du monde. Il y a de la concu. Tout à fait. Mais c'est pas de la bonne. Il y a de la concu. Par exemple, à Dylan, on a entre guillemets, en soi, on est en concurrence parce que c'est pas sur tous les contrats qu'on peut être ensemble. Ouais. Après, il est sur Clermont, etc. Donc c'est pas encore la même chose. Mais il y en a certains, en fait, pour eux, ils veulent tous les contrats possibles et imaginables. Et donc toi, t'es leur concurrent, mais presque leur ennemi. Et donc ils ont aucune comment dire, aucun scrupule, aucune gentillesse. Ils vont te dire, voilà, tout à fait. Ils vont me prendre le seum si toi tu chopes un contrat à la place de lui ou vice versa. Et moi je vois pas ça. C'est sûr que ça fait toujours un peu chier de pas avoir chopé un contrat dans lequel toi tu voulais, mais ça fait partie du jeu. Tu auras le prochain. Voilà. C'est ça. Et donc, en fait, moi, je la sors la concurrence. Je sais qu'il y en a qui sont moins chers que moi, plus chers que moi, mais c'est pas pour autant que je vais être dans la négativité envers eux, tu vois. Au contraire, moi j'aimerais faire vraiment, c'est un projet que j'aimerais avoir. Ça se fait déjà dans certains pays comme Beautiful Destination sur Instagram, et ça, c'est des groupes de vidéastes qui travaillent dans tout ce qui est le voyage et les choses comme ça. Ils se sont regroupés et en fait ils travaillent que ensemble, ils se balancent les contrats les uns les autres. Une espèce de coopérative de vidéastes. Tout à fait, voilà. Et grâce à ça, ils ont fait un écosystème et ils sont en train de prendre un contrôle mais énorme sur plein de choses. Ça a explosé en un an là. Mais de toute façon, évidemment que ça c'est la solution. C'est-à-dire que plus t'es nombreux, plus t'as les contrats. Ceux que tu peux pas assurer, tu dispatches. Et en fait, le cercle il grandit. Tout à fait. Ça paraît logique. Ah mais c'est ça, ouais. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais créer par ici. Je dis pas forcément sur le Puy parce que même moi je sais pas si je resterai sur le Puy encore non plus
Des années, j'en sais rien. Moi, je me fixe pour l'instant encore 2-3 ans sur le puits pour le moment. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire. Vraiment qu'on puisse jeter des contrats entre nous, etc. Bah écoute, moi je peux pas, prends-le. Ou alors, bah écoute, je veux te prendre pourtant, ou etc. Et enlever vraiment, dans ce cercle-là, enlever tous les tabous. Parce que même si des fois, avec certains collègues ou autres, les entreprises, on parle de prix, c'est des prix où on sent que d'en parler, ça les met pas très à l'aise. Un peu, et certains, entre guillemets, vidéastes entre nous, même les prix, c'est compliqué d'en sortir pour certains, tu vois. Est-ce que c'est ça qui t'a amené quelque part à intégrer la brasserie du digital pour arriver à rencontrer les gens qui évoluent dans cet écosystème? Comment t'es arrivé à la brasserie? La brasserie, je me suis inscrit quelques mois après mon arrivée sur le puits. Je m'étais dit juste pour rencontrer des gens dans le secteur en fait de la com générale, parce que en soi il y a vraiment tout la brasserie du digital. Ouais, c'est très sympa. Ça passe du patron de boîte qui veut faire un peu de com, au graphiste, au vidéaste, etc. Et c'était surtout pour rencontrer vraiment des acteurs en fait sur le puits qui sont dans ce milieu. Pas forcément. En fait, je me suis pas forcément inscrit pour choper des contacts. Pour le contacts forcément. Par exemple, vous ai rencontré à la brasserie, tu vois. Mais bien sûr, pour le réseau, oui, mais c'est surtout pour voir un peu ce qui se faisait sur le puits, pour etc. voir un peu la dynamique, pour être inscrit dedans et pour pouvoir en profiter. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est super cool. J'y vais à chaque fois qu'il y a des réunions, des événements, etc. Et je suis vraiment parti rencontrer un peu des collègues en fait du même secteur, on va dire. C'est vrai que ça c'est pas mal. Enfin nous, quand on s'est lancé, on avait très très peu de connaissances de gens qui étaient dans ce milieu-là, qui faisaient ces métiers-là. Alors même au niveau des compétences qu'on avait, c'était pas. Alors toi Lana, c'était un peu plus fourni que moi, mais moi tout ce qui est communication, tout ça, c'est à la base pas du tout mon créneau. Et c'est vrai que l'inscription à la brasserie du digital, rencontrer des gens qui font ça, qui sont déjà inscrits dedans. Voilà, qui ont rencontré des problématiques aussi avant toi, c'est ça. Et puis comme tu dis, qui évitent des écueils aussi. C'est ça, qui en parlent librement, parce qu'il y a aussi ce côté-là où justement il y a un cercle à la brasserie du digital où ça parle des choses, tu vois, et où nous on a reçu plein de conseils. Moi, de ce que j'en ai vu, c'était super bienveillant. Enfin, les gens étaient super accueillants, hyper bienveillants. Et on pouvait parler librement des sujets. Enfin voilà, non franchement super cool. Ah oui, c'est vraiment cool. La première fois qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, toi et moi, on a parlé directement sans problème de tout. C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu penses que c'est encore possible aujourd'hui de se lancer sur le créneau de la vidéo? Moi je dis que oui. Après, j'en suis la preuve en soi. C'est officiellement parlant, à 100%, ça reste assez récent, moi. Et il faut garder en tête qu'on n'explose pas du jour au lendemain, en fait. C'est ça surtout. C'est du job. Il faut se fixer entre 2 à 3 ans pour être vraiment lancé et en vivre convenablement. Parce que là, jusqu'à maintenant, moi, je commence à enfin en vivre tranquillement. Mais il me reste quand même pas mal d'années. Il te reste encore du job à faire. C'est ça, pas mal d'années vraiment à m'installer. Et puis même une fois qu'on est installé, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de concurrence positive ou négative qui force à toujours se renouveler. Il faut rester là, quoi. Et il faut être présent sur les réseaux, en comme perso, en comme pro. Il y a beaucoup de travail, c'est ça que j'ai à dire en fait. C'est pas oui ou non en fait, c'est juste qu'il y a beaucoup de travail. Et c'est pas parce que tu vas te prendre 2-3 portes d'entrée de jeu ou pendant même plusieurs mois qu'il faut arrêter, quoi. Ok. Le conseil que tu donnerais vraiment, s'il y en avait un seul, que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer, c'est quoi? C'est exactement ce que je viens de dire en fait. C'est continuer, y aller à fond. Après, il faut être intelligent. Je dis pas, c'est parce que tu te prends des portes pendant 2 ans, tu continues. Normalement, oui, bien sûr. Faut aussi peut-être se poser des questions. Toi, si moi, dans 3 ans, je vois que je fonctionne plus, je vais commencer à me poser des questions, puis peut-être commencer à prendre un autre boulot à côté, tu vois. Mais après, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, ceux qui arrivent, tu vois, à l'adolescence et au sortir de l'adolescence et qui ont pour projet de se lancer dans la vidéo, ils ont quand même l'avantage des téléphones aujourd'hui qui font des vidéos de ma boule, quoi. Et moi, je pense que concrètement, pour les gens qui veulent se lancer aussi, l'outil téléphone est un outil à ne pas négliger, quoi. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir une caméra qui coûte la peau du cul pour faire un truc. Enfin, je veux dire, on a déjà des téléphones qui coûtent la peau du cul, donc autant en profiter, quoi. Ah ben carrément. Moi, de toute façon, j'ai attaqué avec mon entreprise au début. Bon, ça reste, on a pas fait une caméra assez hybride qui était très convenable, tu vois, mais c'était pas le dernier cri. Et j'ai fait des prods que même actuellement, j'en suis encore super fier, tu vois. Même avec mon tel et même avec le téléphone, je fais des. Bon, après, c'est pas un projet pro que je vais faire, vraiment un projet perso, mais on fait des trucs vraiment top avec le téléphone. Il suffit que par exemple, tu maîtrises ton éclairage, tu peux faire des super prods pour des projets perso. Il faut pas se bloquer, parce que ça aussi, la vidéo, c'est un investissement financier énorme, par contre, parce que tout a un coût mais astronomique. Monumental. Tu fais une caméra, 2-3 éclairages, un trépied, t'en es direct à 10 000 €, tu vois.
Donc c'est un coût énorme, mais il faut pas se dire tout le temps je veux. Tout à fait, hein, ça chiffre tout le temps et puis t'as tout le temps besoin d'acheter. Oui. Moi là j'ai investi d'entrée de jeu, même encore là je me dis il me faut ça, il me faut encore du stockage, donc boum, rien que du stockage 300-400 €. Donc... Tu loues du coup quand t'as besoin? Ouais, souvent les tournages, parce que en fait sur long terme, tournage par tournage, en fait tu pourrais te l'acheter, mais sur le moment même, sur le coup, t'as pas les thunes, tu peux pas te sortir 3-4 000 €. Toi, là, il me faut par exemple n'importe quoi, un nouveau stabilisateur, boum, 1 000 €. Au bon moment, en fait, ça suit pas. Et donc, mais par contre, il faut pas tomber du coup non plus dans le cercle vicieux du je vais tout le temps le dernier truc qui est sorti, je vais tout le temps la dernière caméra. Si j'achète le dernier stabilisateur, moi j'ai le 2, il y a le 3 qui est sorti, il me faut le 3. Ça, tu rentres dans un cercle vicieux. Après, c'est vrai que ça facilite un petit peu. Tu vois, t'arrives plus vite à faire des choses correctes avec du bon matos. Tout à fait, oui, mais si t'as du matos qui date actuellement, là, du matos qui. Là, je parle de stabilisateur, donc c'est pour stabiliser les images, etc. Si t'as celui de l'année dernière, tu peux faire ça avec 5-6 ans. Faut pas. Il y a des évolutions techniques sur certaines choses. Mais t'as pas de révolution. Tout à fait, c'est comme l'iPhone, entre guillemets. On parlait de l'iPhone ou autre téléphone d'autre gamme. C'est pas parce que t'as l'iPhone 12 comparé au 14 que c'est nul, toi. Moi j'ai l'iPhone 12 Pro, entre guillemets, et je peux faire autant de choses que le 14 au niveau de la vidéo. Sûr. Il est trop bien, je l'ai aussi. T'as 12 Pro toi aussi? 12 Pro Max. C'est ça, voilà. Et il faut pas non plus tomber dans le problème du matériel. Il faut bien sûr du matériel convenable. Parce que forcément c'est ce qui peut aussi jouer entre plusieurs concurrents ou autres. Il faut pas tomber dans ce cercle là, quoi. Quand est-ce qu'il arrive ton premier court-métrage? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Il y a beaucoup de choses en réflexion. Ça c'est des projets d'une vie. Premier court-métrage, premier feat. Ensuite des petits courts-métrages qui sont diffusés en cinéma, etc. Ça c'est sûr, c'est des beaux rêves, beaux projets, mais qui vont pas rester forcément un rêve, parce que ça, tôt ou tard, c'est sûr que je vais y arriver. Je reste très positif là-dessus, hein, je me dis ça. Il faut. Après, je fais beaucoup de choses perso. Là, prochainement sur mes réseaux, il y a beaucoup de choses qui s'y apparentent qui vont arriver. Est-ce que tu peux citer tes réseaux? Bien sûr. Pour les gens qui nous écoutent. Le plus créatif, c'est Dunkswall, donc DNKSWOLE. Ouais. Et ensuite, pour mon côté pro, c'est DNK Studio-du-bas. Ok. Très bien. Donc allez suivre Dunka. T'es sur TikTok aussi. Moi j'aime bien ce que tu fais sur TikTok. TikTok Dunkaswall. Donc allez voir ça. Trop bien. Est-ce que Lana a une dernière question pour notre ami Duncan? Oui. Allez. Alors moi en fait ça serait comment dire, si tu devais vraiment décrire l'aspect de ton métier qui te fait le plus rêver au final. Quel est l'aspect en fait quels sont les aspects que tu préfères le mieux? Parce que là on a beaucoup décrit au final, tu vois, les coulisses, les aspects techniques, etc. C'est vrai. On a beaucoup parlé technique, on a parlé financier, on a parlé et moins de la créativité au final. Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment la créativité dans le métier. Moi j'aime comme je dis, le cinéma. J'essaye de faire sortir vraiment des prises cinéma dans toutes mes productions, et c'est ça en fait, c'est trouver des angles originaux, ou trouver ce storytelling qui te fait t'accrocher à toute une vidéo, alors que forcément c'est peut-être pas ton truc à la base, mais il y a un truc d'accroche et que tu vas te dire ok, je vais la regarder jusqu'à la fin, je suis pris par le truc, des éclairages, des couleurs, et ça c'est vraiment en fait l'aspect créatif de la production en elle-même, qui finalement aussi s'amène en montage, parce que ça joue une grosse part, et c'est vraiment en fait l'originalité que tu peux faire, qu'en fait t'as aucune limite entre guillemets, bon, sauf ça c'est encore une fois on en revient, mais l'aspect financier de certaines choses, mais t'as aucune limite dans ta créativité. Là en ce moment je participe pas mal de concours créatifs pareil sur les réseaux. Là par exemple il y a un concours qui ouvre d'un vidéaste très très connu, Sam Colder. Il faut mettre en avant une application de méditation, de respiration, tu vois. Mais ça tu vois, je l'ai lu hier soir dans mon lit, et là ça direct pop, direct j'ai une idée de vidéo de 30 secondes avec des plans qui vont faire là-dessus, alors que pourtant tu vois, une idée de méditation au début tu peux te dire oh, putain je vais me faire une vidéo sur un truc, et en même temps bam bam bam, t'es en Haute-Loire, t'as des sommets, tu prends un sunset, tout à fait, tu vois, et là j'ai des idées de plans et tout, je vais y participer parce que ça me dit de fou, tu vois, carrément. Et c'est ça, c'est la créativité qui en fait ça a des sommets, on se rend pas compte quand on est dans le secteur, c'est ouf. Okay, et d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Petite pause drink pour nos auditeurs qui entendent la cascade, les bruits blancs et tout. C'est chaud. C'est de l'eau, il fait très chaud. Oui, une autre question par rapport du coup à la créativité, je rebondis là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir un peu comme les écrivains, tu sais, le syndrome de la page blanche? La page blanche. C'est des moments où tu te dis waouh, là.
y a rien qui vient, je sais pas comment aborder le truc, tu vois. Bah, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu, voilà, on va dire le syndrome de la page blanche. Je sais pas si je peux bien dire ça à mon niveau, mais il y a dans chaque tournage, dans chaque prod, il y a quand même une grosse partie, voilà, donc en pré-production de réflexion. Comment je vais amener le sujet, comment je vais faire d'aller du point A au point Z. Moi, des fois, on réfléchit un peu plus à l'histoire, comment on va l'amener. Oui. C'est pas tant les plans, parce que les plans, ça vient très vite. On a beaucoup de références. Bah, moi, encore une fois, je parle beaucoup de références cinéma parce que je m'en inspire pour beaucoup de plans. Il y a des sites comme Shot Deck, incroyable. Tu tapes dans la barre de recherche le type de couleur, le type de plan, solitude, par exemple, assis dans le noir, etc. Et tu as plein de références au cinéma qui sortent, tu vois. Donc ça peut t'aider c'est incroyable ce site. Et que ça va t'aider vraiment à te propulser en fait et à t'imaginer ce que tu vas faire. Là où il y a un peu plus de réflexion, c'est vraiment sur le storytelling avec comment raconter de la meilleure des façons. Par exemple, là, je reviens sur le tournage que j'ai fait il y a 2 jours à Aix pour une institut de beauté. L'institut de beauté, généralement, c'est très cliché tout le temps ce qu'on voit sur les vidéos d'institut de beauté. C'est pas le plus intéressant à regarder. C'est peignoir, piscine. Tout à fait. Je me suis dit, c'est vrai. Tout à fait. Peignoir, piscine, balançoire, détox, terminé quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, ou alors les ongles, ongles, massage de main, etc. Tu vois. Du coup, j'ai eu une grosse réflexion. J'ai fait comment je peux amener ça pour que les gens restent accrochés, pour que ça change un peu, que ça mette en avant l'institut de beauté comparé à ses concurrents. Et donc là, tu as un peu plus de réflexion. Ça va te prendre 2, 3, 4 jours pour trouver un truc. Et une fois que tu as le filon, là, vraiment, ça découle et ça vient et on part sur des trucs je pars sur des trucs assez originaux, tu vois. Ouais, puis c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure et hier, en fait, le truc, c'est que, tu vois, quand t'es comme ça et que tu recherches une idée qui va débloquer ton truc, tu peux passer 8 heures sur ton canapé, tu vois, et il se passe rien, et après, il suffit que tu fasses un truc et l'idée, elle vient à ce moment-là, et des fois, t'as l'impression que t'as été absolument improductif, parce que t'as passé 8 heures pas à rien faire, tu vois, mais à chercher. Alors après, il y a 12 millions de façons de chercher, hein. T'as des gens qui vont chercher en regardant la télé, d'autres en lisant des bouquins, enfin, c'est ça, tu vois, moi je trouve que en tout cas, moi je sais que quand je cherche des idées, justement, je fais pas rien, c'est pas possible, donc je fais d'autres trucs. Les gens, du coup, ont l'impression que je suis pas en train de réfléchir, alors que je suis déjà en train de le faire. Il y a plein de façons, mais tu vois, ça va être ta routine aussi, ou alors tu peux aller des fois, tu cuisines pendant 3 heures, tu vois, et pendant que tu cuisines, tu réfléchis à ça, et en fait, à un moment, ça se débloque, et en fait, c'est pareil, c'est des choses qui sont super difficiles à quantifier, parce que ton idée, elle peut mettre 8 heures à arriver ou 10 minutes, quoi. Mais ça, tu le maîtrises pas, quoi. Ouais, ça, tu peux prévoir. Après, en fait, tu peux pousser la réflexion en trouvant, comme je viens de dire, une routine. Toi, par exemple, j'écris beaucoup, des mots-clés, je gribouille des cases sur mon storyboard, des choses comme ça. Après, j'ai des inspirations avec d'autres vidéastes. De toute façon, ça, c'est une grande source d'inspiration. Tu vois une vidéo que tu kiffes, tu dis putain, lui, toi, il a fait ça comme ça. Bah, tu vas piquer certaines scènes, tu vas les remodeler, bien entendu. Et ça t'inspire. Et en plus, ça en découle d'autres idées. Par exemple, là, on parlait de méditation, je vois une vidéo d'un peu lifestyle travel de mecs qui sont à Bali, par exemple. Tu dis, putain, regarde, là, ce plan-là, on pourrait l'adapter comme ça à la montagne, tu vois, des choses comme ça. Et après, il faut aussi, c'est pas hésiter à aller s'aérer. Moi, par exemple, même pendant le montage, des fois j'ai des calls pendant le montage. Je fais putain, j'arrive pas à amener ça comme ça. Ça fait 4 heures que je suis sur mon ordi en train de monter. Je vais au sport, tu vois. Je reviens du sport, ça t'a fait du bien, ça t'a aéré. Et t'as une autre vision en arrivant devant ton PC, tu vois. Carrément. Et puis après, il y a le côté, surtout pour les trucs page blanche, en fait. Moi, c'est un truc que j'ai un peu du mal à comprendre. Parce que moi, j'ai une stratégie qui est très simple. C'est que dès que je me heurte à une page blanche, je reproduis les patterns que je maîtrise, que je connais, dans lesquels je suis à l'aise. Alors du coup des fois ça fait un peu répétitif, mais du coup ça fait que, typiquement pour le dessin, tu vois, quand t'es devant un dessin et que tu sais pas quoi dessiner, machin et tout, nanani nanana, c'est pas grave, tu fais ce que t'as déjà fait 10 000 fois et puis il va en être quelque chose, tu vois. Et c'est pareil quand t'écris, tu vois, moi quand j'écris les émissions, et si je suis Keblo, c'est pas grave, je vais partir sur, je vais aller faire les infos insolites, machin, des trucs que j'ai déjà fait plein de fois, et en fait du coup t'es déjà en train de produire et ton cerveau il garde toujours en arrière-plan cette question-là qui est toujours là derrière, et en fait elle se débloque comme ça. Donc moi je pense que, tu sais, c'est comme je prends toujours l'exemple des mecs, des sculpteurs, quoi. Les sculpteurs, ils arrivent pas avec une statue, quoi. Ils arrivent avec un bloc de pierre, et il y a bien un moment où ils dégrossissent, où ils font ce qu'ils savent faire, et c'est juste mettre des coups de burin jusqu'à ce que ça ressemble à quelque chose, quoi. Et je pense que la page blanche, elle se combat un petit peu comme ça, à mon avis. Et puis il faut tester. Pardon, excuse-moi, vas-y. Non, mais en fait, je rebondis parce qu'en fait, je commence à faire pareil maintenant. Il y a des moments dans le montage, je coince, et du coup, maintenant, j'ai inclus quelque chose, c'est que je vais me promener. Tu vois, je vais me balader, j'écoute un podcast et tout. Je rencontre des gens, je discute, machin. Je reviens et j'ai plus du tout... Il y a du recul à prendre. Hein. Exactement. Pareil, toujours dans le montage, des fois il y a des idées que j'adore, que j'ai faites. Toi, c'est monté, ça y est, c'est acté.
je pars 2 heures, je reviens, en fait, je Mais me en dis, fait, c'est de la putain, merde. quelle merde, qu'est-ce que tu viens de faire, tu vois. Ouais. Ça, c'est Carrément. horrible, ça. Ça, c'est, tu sais, ça, c'est quand t'as terrible. des trucs à rendre. Genre, typiquement, t'as genre un mémoire à rendre, tu vois. Et le soir, t'es claqué, t'écris 5 pages, t'as l'impression qu'elles sont géniales. Le lendemain matin, tu te lèves, tu les relis, tu dis, oh putain, poubelle, quoi. Mais Et ça totalement. arrive souvent. Hein. Totalement. Après, il faut pas faire attention de tomber dans la perfection. Ouais. Ça, c'est- Gros problème. Bonjour, c'est moi. Gros problème. Ça, c'est un gros problème qu'on rencontre tous au début ou à un moment, peut-être un autre moment donné. C'est que moi, ça m'a beaucoup fait. Je partageais jamais rien. Je passais toujours 1000 heures sur la même vidéo parce que je disais putain, c'est pas assez parfait ou je voulais pas montrer ça de cette façon, etc. Ouais. Sauf que ça, en fait, ça te bloque ta créativité. Et t'apprends Et puis- pas du coup parce que mais alors que maintenant toi c'est plus du tout pareil, je fais des choses, toi il y a des choses forcément que je poste, je me dis ça aurait pu être 100 fois mieux si j'avais fait comme ça ou si j'aurais monté comme ça, mais c'est ok. Ouais. Il faut créer, Ouais, c'est jeter, partager, etc. La perfection c'est quasiment impossible d'atteindre, que tu peux toujours faire mieux ou différent. Après attention, je dis pas de jeter des grosses bouses, tu Oui, dis, bien sûr. c'est bon ça passe, tu vois. Non, bien sûr que non. Mais même pour les clients, hein, des fois je rallongeais les délais de 1 semaine, tu vois. Pour finalement un résultat qui était pas beaucoup mieux que ce C'est que ça, j'aurais pu et, en fait, et ça aurait été mais plus qu'acceptable, enfin même mieux qu'acceptable, ça aurait fait carrément le taf en laissant comme moi je pensais, enfin comme je l'avais fait dans l'entrée de jeu, tu vois. Ouais. Et il faut pas tomber non plus encore une fois dans ce truc où je peux faire mieux, c'est pas assez bien pour que je l'envoie, il faut arrêter aussi de... Ouais, de se dire qu'il faut toujours Tout ça. viser cette perfection C'est impossible. et qu'effectivement des fois faire des choses un peu moins travaillées c'est cool aussi. Et puis tu vois, moi je trouve que des trucs qui sont parfois un peu moins léchés mais plus spontanés, moi je parle en tout cas pour ce qu'on fait nous, hein, avec où on n'a pas forcément pour ce qui est pas des commandes de gens, tu vois. Bien sûr. Moi je trouve que des trucs des fois un peu plus spontanés et moins travaillés, c'est largement aussi cool. C'est pas ça. la même chose. Ça tu peut vois. fonctionner. C'est différent mais c'est pas la même Ça chose. peut fonctionner très très Et bien. il faut pas s'empêcher de faire ça. Ni... Ah mais tout à fait, pour le coup je suis vraiment d'accord, hein. Même des fois on prévoit des plans, tu vois, on se dit on va faire ça comme ça, tu vois, et on arrive sur place et on teste notre truc qui fonctionne 3 fois mieux, tu vois, alors que c'était pas du tout prévu, hein. Faut aussi laisser place un peu à la spontanéité et certaines fois faut se dire ok bah mec recule, c'est ok ce que tu fais, tu vois, partage, c'est bon. J'aime cette phrase. Très bien. Laisser place à la spontanéité. Nous te remercions donc Duncan d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences et toute Pas de ton problème, expertise. c'est cool. Et donc on va passer à la rubrique que vous attendez tous, la rubrique des 3 questions. Et donc maintenant c'est l'heure de la rubrique des 3 questions. La rubrique des 3 questions, elle comporte combien de questions, messieurs, dames? 4. 4, exactement. La première question, ça va Duncan? On va perdre notre invité. Je voulais pas tousser pour pas faire Ouais, mais écoute, c'est pas grave. Hein. Tu tousses de la mousse, c'est la vie. ouais. La première question, c'est quoi le dernier truc que t'as lu, écouté ou maté? Et c'est pas obligé que ce soit de la qualité. Le dernier truc. Toi, Lana, c'est quoi? Moi, c'est Avatar. Avatar, la voix de l'eau. The Way of Water. Yes. Hey, Et, ouais. mais j'ai pas fini. Ah ouais. Donc je peux pas trop dire, mais bon, c'est beau visuellement. J'aime beaucoup ce nouveau, comment dire, c'est ce nouvel environnement Ouais. en fait qu'il y a autour de l'eau. J'aime bien. C'est un nouvel univers dans l'univers finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Tu l'as vu toi, Voilà. Duncan, ça? Ouais, je l'ai vu 2 fois. Ok, 2 fois. Ouais, une Accroché. fois seul, une fois avec d'autres personnes. Ok. Il est magnifique hein, visuellement. Ah ouais. Après, C'est c'est surtout ça, hein, c'est surtout une claque visuelle. Je trouve ça. moi quand ils sont dans l'eau, quand ils sont sous l'eau, C'est très bien fait. Ça change en fait. Tu vois vraiment qu'ils sont c'est assez particulier. C'est très très bien fait. Très quoi. très bien. Le message écologiste est un petit peu simpliste, mais bon a priori il faut quand même toucher. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est un point hyper intéressant. Je sais pas si on peut déborder là-dessus. Oui, débordons. On est là pour Débordons. ça, de toute façon. Avatar, donc ça a des effets spéciaux incroyables, tu vois. Ouais. Et c'est un problème actuel dans le cinéma là, surtout dans la catégorie des films de super-héros, Marvel, Star Wars, Disney, etc. Où ils sortent ça à la chaîne, tu vois, c'est Hollywood qui met la pression à chaque fois. Et en ce moment, il y a beaucoup de critiques par rapport aux effets spéciaux. Par exemple, je pense au dernier The Flash là, qui est sorti. Ouais, je l'ai pas vu Qui encore. est sorti il y a quelques jours, qui a des effets spéciaux qui sont assez catastrophiques à certains moments, même plus que catastrophiques. Et en fait, c'est là du coup le problème qui se pose. En fait, c'est qu'on leur demande, on leur envoie un cahier des charges de n'importe 300 scènes d'effets spéciaux à réaliser. Sauf que eux, que ça soit enlever un petit câble
ou enlever, changer de visage, fond vert, etc. Pour eux, c'est une scène, tu vois, pour Hollywood. Et du coup, en fait, on leur demande de faire des effets spéciaux en espace de 1 an à peine, avec des charges de travail intenses, du lundi au dimanche, 8h, 9h par jour minimum. Et du coup, en fait, on est en train de surcharger tous ceux qui créent les effets spéciaux, en leur faisant faire au final vraiment de la D. Comparé, par exemple, à un film comme Avatar, bon après là c'est encore l'extrême, hein, qui est juste pour les effets spéciaux, tu vois, ils ont mis des années et des années juste pour les effets spéciaux, mais ça se sent sur ça se sent sur le final, scénario aussi, ça payer, non mais sans déconner, payer 3 scénaristes pendant une semaine, ils font quelque chose de mieux, quoi. Enfin, moi je suis désolé, mais moi je l'ai encore en travers parce que je trouve que ce scénario c'est de la merde. Enfin, objectivement, c'est pas le scénario le plus complexe, ça. Non, mais sûr. Il est même pas cohérent. Tout à fait, non, mais c'est sûr que. Oui, c'est vrai. Au niveau du scénario, moi, j'en parlerai pas forcément de vous. Là, je parlais vraiment pour les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dis ? Les effets spéciaux, tu vois. Et c'est pour ça, ça, c'est un gros problème. C'est pour ça, en fait, j'en parle. C'est-à-dire, j'ai vu un TikTok d'une autre personne qui a travaillé sur The Flash, qui en parlait, tu vois, que lui, il a démissionné du coup de ce contrat. C'est ciao. Et c'est tous les Marvel, c'est actuel. Même les Marvel, hein, là, on parlait de DC Comics, mais Marvel, quand on regarde certains Marvel de l'époque qui sont mieux réalisés au niveau des effets spéciaux que les derniers, il y a un vrai problème. Tu vois, c'est une surcharge de travail. On leur fait. Voilà, c'est juste ça, c'est vraiment une parenthèse mais tu vois, alors, inutile. Mais moi pour revenir juste sur le scénario d'Avatar, il y a un moment, tu vois, où ils se battent, tu l'as vu en entier ou pas ? Attends, j'ai bien précisé que je l'avais pas fini. Mais bon, écoute, le scénario n'est pas non plus grandiloquent. Il y a un moment, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs camps qui participent à une bataille. Et en fait, à un moment, il y a un des camps qui disparaît. Vraiment, genre, ils sont plus là. Alors, ils étaient là et d'un coup ils sont plus là et du coup tu te retrouves avec un truc où là en fait si vos potes ils viennent vous aider, c'est, tu vois, mais du coup ça disparaît et je trouve ça c'est des facilités scénaristiques, hein, j'entends bien, mais ça fait chier, quoi. Surtout que ça peut être justifiable en une seule phrase. Par exemple, il pourrait dire, le mec il dit écoute, une fois qu'on a rempli notre objectif, on ne s'engage pas plus loin dans la bataille. C'est une phrase, ça prend 10 secondes et ça justifie le fait que les mecs soient plus là. Mais cet effort-là est pas fait. Je trouve que c'est un peu feignant. Notamment aussi, il y a le côté de la meuf là qui est jouée par, j'allais dire Ripley, mais c'est pas elle, c'est Sigourney Weaver qui joue un personnage. Et en fait, ce personnage-là, c'est Anakin Skywalker, quoi. C'est la même chose. Genre, elle est née de la Force, elle maîtrise la Force, et puis c'est tout, quoi. Et je trouve que là aussi, il y a un côté un peu feignant. Même si effectivement ça joue toujours sur le levier de la paternité et de la famille qui sont toujours des leviers efficaces, quoi qu'il en soit. Mais ouais, Avatar, The Way of Water, les prochains Avatars, on en a déjà parlé la semaine dernière, sont du coup repoussés. Ouais. Donc pour ça fait partie des grèves aussi. Forcément, ouais. Ça, mais c'est peut-être pas plus mal. Ouais, on aura juste 50 ans, quoi. Wow, c'est pas grave parce qu'il y a pire, il y a One Piece. Oui. Ouais, One Piece. J'ai juste vu la bande-annonce. Ah ouais, tu l'as vu. Moi, c'est le dernier truc que j'ai lu Mathéo écouter, c'est une vidéo justement du chef Otaku, le chef qu'on salue, qu'on adore, qui justement débriefe un petit peu la bande-annonce de One Piece. Tu suis un peu toi One Piece, Duncan ? Pas du tout. Pas du tout. T'as vu la bande-annonce ? Il y a un live action qui est catastrophique qui va sortir, mais... Je sais pas s'il va être aussi catastrophique. T'en as pensé quoi, toi, en tant que non... C'est pas toi, tu suis pas One Piece ? Non. Ça t'a donné envie de regarder la bande-annonce ? Non. En fait, si tu veux, j'avais déjà regardé des épisodes. Ouais. Enfin, quand j'étais plus jeune et tout, je regardais des épisodes de One Piece, mais sans vraiment suivre à fond. Et je trouve que... Je sais pas. Genre, moi, ça me dérange, en fait, de voir... Comment dire ? Il y a quand même une patte au niveau du dessin qui est quand même assez spécifique. Et de pas le retrouver et de voir quelque chose de beaucoup trop réaliste, pour moi, ça me dérange. Mais après, c'est mon point de vue. Il y en a que ça dérange pas. Mais moi, c'est ça qui me dérange. On est en pleine période de l'adaptation. Ouais. On prend les Disney, là, ils veulent refaire... je crois qu'ils veulent faire 52 films, là, actuellement, mais ils veulent tout refaire. Tu vois. Il y a certaines choses qu'il faut laisser en animation et pas toucher forcément, tu vois. Après, bon, ils essayent de faire une pompe afrique, forcément. Ouais. Pour Disney, surtout que, vu de comment ils sont en train de... Et ils prennent cher, là. Même au niveau des magasins, tu vois, ils ont fermé le plus gros magasin de Disney à Paris, ils ferment des attractions. Là, ils ont fermé l'attraction Star Wars à Orlando, je crois. Comme ça. Pas Orlando, à côté là-bas, parce qu'ils n'arrivaient plus à suivre. En même temps, Star Wars, ils ont flagué la licence, quoi. C'est un scandale ce qu'ils ont fait avec. Mais ouais, moi, je suis moins défaitiste que toi sur One Piece, tu vois. Justement, tu vois, le côté un peu réaliste, le côté un peu crado et tout, c'est aussi ça, tu sais, c'est des pirates, quoi. Donc, je sais pas, moi je pense qu'il faut voir. Ouais, moi c'est plus dans le visuel que ça me dérange. Moi j'y crois encore.
Je sais pas. Je fais partie de ceux qui veulent y croire jusqu'au bout. Jusqu'à ce que je le vois. Et écoute, on se retrouve après le cinéma avec une petite boîte de mouchoirs. Ouais, c'est vrai. Il y a moyen. De toute façon, on en reparlera en septembre quand ça sortira, ça c'est sûr et certain. Mais ouais, en tout cas, moi je suis plutôt impatient et on va voir ce que ça donne. C'est quoi, toi, Duncan, du coup, le dernier truc que t'as lu, que t'as écouté, que t'as Un film, comme par hasard. Non, j'ai fait découvrir à ma copine, d'ailleurs, on parlait de super-héros, le film Justice League, mais en Snyder Cut. Le Zack Snyder's Cut. C'est ça, Yes. donc film de 4 heures. Ouais. Voilà. Faut être Donc, accroché. film qui est sorti à la base au cinéma, alors, qui durait 1h30, qui a Une été belle daube. qui s'est fait massacrer, D'ailleurs, massacrer pour plein de raisons. Le premier montage était bien nul à chier. Tout à fait. Ouais. Ensuite, suite à plein de pétitions, etc., ils ont sorti une version du réalisateur Ouais. qui n'efface pas tous les défauts, bien entendu, mais qui permet de défendre au moins l'œuvre jusqu'au bout. qui est totalement différente de la version Ouais. de cinéma, hein. Beaucoup plus sombre, d'ailleurs ça se voit dans les couleurs, aucun humour, etc., mais ça dure 4 heures, hein, par contre, donc faut être accroché. Ok. 4 heures, c'est pas rien non plus, Non. mais c'était ça la dernière chose que j'ai vue, ouais. Ok. Très sympa. Ouais, très cool. Ouais, effectivement, Justice League, c'était une belle daube à la sortie de la Zack Snyder's Cut. Un petit peu relevé le niveau. Je trouve que c'est intéressant qu'il ait eu le droit de le faire parce que ça vient aussi dire qu'à un moment, tu vois la machine à fric, le cahier des charges hyper strict qui est imposé, finalement des fois s'incline un petit peu devant le public et devant l'artistique, et je trouve que c'est quand même quelque part un petit message d'espoir, même si ça reste ce que c'est. Oh, attention. Bisous. C'est l'épisode 30, vous avez vu. L'épisode 30. C'est ça, c'est l'épisode 30 vraiment? C'est l'épisode 30. Notre comptable Mathis. Et ben waouh, le 30e. Ouais, le C'est moi. 30e, c'est toi. Joli. Maman, je passe à la Petit radio. applaudissement. Et c'était notre kick national. Oui, c'était Mathis qui passait nous faire un coucou. La deuxième question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? C'était n'importe quel sujet. Ouais, la dernière fois que t'as fait quelque chose C'était pour la hier. première fois. D'accord. J'ai testé un bassin de flottaison. Ah. Qu'est-ce que c'est un bassin de flottaison, Duncan? C'est super simple. Allez, nous on va y aller, on va te laisser finir. C'est super simple, c'est super intéressant ou pas. C'est un bassin d'eau dans le noir avec petite lumière tamisée qui est remplie de sel. J'ai hyper salé. Tu mets des boules caisses pour pas que l'eau rentre dans tes oreilles et tu te laisses flotter Ok. dans le noir. Et truc incroyable, vous avez tous vu la scène d'Harry Potter dans le 4 où il met l'œuf dans l'eau avec Ouais. la musique. Oui. Ouais. Et ben il y a pas de musique à l'extérieur, mais quand tu plonges ta tête en planche, il y a de la musique qui arrive en fait qui est sous l'eau Ah oui. et tu t'endors comme une merde. Ça a l'air trop et bien. tu te réveilles parce que tu te noies. Elle est à quelle température l'eau? Très chaude. Franchement, Très je peux chaude. pas te dire, mais quand je suis Genre rentré, 37, un truc comme ça. très 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 Ouais. chaud. Mais t'es vraiment bien. Ça Ouais. te. Et le but c'est de se relâcher parce que on Mm. m'a dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui détestaient parce qu'ils se sentent pas laissés de flotter, vraiment de se laisser Ouais, porter. le côté lâcher prise. Et moi qui ai du mal à ça, j'ai réussi et c'est incroyable. Voilà. Ok, trop bien. Toi, Lana, c'est quoi? Ben, il y en a eu plein. Le fait qu'on soit allé. Excusez-moi, vous avez préparé l'émission? Vous étiez au courant que vous enregistriez aujourd'hui ou... Je l'ai su hier soir. Arrête. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans ma chambre? Du coup, oui, la dernière fois. C'est vraiment notre chambre en plus. Prendre un appart par exemple avec Ouais. mon copain. Ok, Voilà. t'avais jamais eu d'appart, t'avais jamais pris d'appart. Si, mais pas avec en quelqu'un. couple. Ouais, non. Ça Donc, change c'est tout, la hein. première fois. Oui, ça Ouais, change tout. ça fout un peu la pression. Hein. Ça fout la pression. Ouais, ça c'est sûr que ça fout la pression. Et puis ça demande une vraie, tu sais, un recalibrage un petit peu des habitudes de C'est vie ça. et tout. Et ça, des fois, c'est pas facile. Et moi, Exactement. je le vois par exemple avec mon frère, tu vois, quand on passe déjà 2 jours ensemble. Je me dis mais comment est-ce qu'on a fait pour vivre ensemble, tu vois, parce Ouais, que ouais. je trouve que c'est hyper compliqué et on perd ses habitudes de vie à une vitesse phénoménale. Ouais, mais ça m'a fait ça aussi quand je suis allée voir mon frère à Montpellier Ouais. chez lui. Enfin, il a eu ce sentiment aussi. Moi, un peu moins, parce que j'étais en détente, Ouais. tu vois. Genre, je suis invitée. Oui, t'étais arrivé quoi, les pieds sous la table. Comme Et on dit. encore, Ouais. ouais, il y a quand même des choses, ouais, c'est sûr. C'est tout un recalibrage. Enfin, faut s'adapter en fait au caractère de chacun, aux C'est habitudes ça. de chacun, créer des nouvelles. Au rythme Ouais, au rythme. aussi, des fois c'est Au rythme. difficile les rythmes. Tout à fait. Donc voilà. Ok, très bien, super. Ah oui, alors là, tu es censé me faire un lancement, Lana. Et toi, Clément, c'est quand tu Et vois, toi, c'est- Clément C'est ça, super. Dis-nous tout. Ouais. Moi, vous allez voir, c'est dingo. J'ai fait des pompons.
Tu sais, Les des pompons en laine, en fait. Ok. J'ai un enfant, j'ai un bébé de 3 mois. Ah, ok. Et du coup, avec ma compagne, elle s'est décidée à faire un mobile pour lui. Donc, on a vu que les bébés, ils voient pas trop les couleurs, donc c'était du noir et blanc. Et donc, du coup, on a fait des pompons pour mettre sur le, Et alors, sur le mobile. du coup, Et ben, ils sont pas très beaux. c'est un pompon carré ou... Ouais, ils sont un peu inégaux, ils sont pas très très beaux. Mais bon, je me dis qu'il a pas la capacité de voir suffisamment pour voir les détails, donc il sera content quand même. Mais c'est une drôle d'expérience, ouais, j'avais jamais fait ça, mais c'est marrant tu vois, de construire des petits trucs et tout pour le bébé. Enfin, c'est sympa comme tout, quoi. Donc voilà, Une nouvelle passion, quoi. une nouvelle passion pompon. On adore. Rihanna, pompon. Ok. Génial. C'est pas Au mal. revoir. Tire les pompons sur le C'est chihuahua. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai demandé aussi semi-jingle. J'ai demandé aussi une petite recommandation culturelle, un truc que vous aimeriez recommander, que vous avez vu récemment ou pas, ou en tout cas une recommandation culturelle pour nos auditeurs. Duncan, t'aurais quelque chose? On en a un peu parlé tout à l'heure. Ouais. Parce qu'en ce moment, je m'étais vachement penché dessus récemment. C'est le directeur de la photographie des films de Batman, etc. Ok. Qui est Greg Fraser. Ok. C'est un directeur de la photographie incroyable. Hein. Donc, D'accord. ceux qui savent pas ce que c'est un directeur de photographie, dans un film, on a le producteur, le réalisateur et le directeur de la photographie. Et le directeur de la photographie qui travaille en fait avec le réalisateur. Le réalisateur en fait va lui dire, bah, écoute, moi je veux que ça soit comme ça, je veux qu'on ressente entre guillemets cette émotion. Donc, Lui, il est responsable de ce qui sort à l'image. visuel en En fait. fait, Le directeur de photographie, c'est lui qui va gérer quel éclairage utiliser. Enfin, comment faire ressentir par exemple la tristesse, le mood, etc. Donc par exemple, Batman, tout est très sombre, des couleurs qui sont vraiment prononcées, etc. Et ça, c'est le directeur de la photographie qui gère vraiment tout. Il fait le taf fait visuel d'un film. Et donc récemment, voilà, je me suis vraiment penché sur Greg Fraser, Ok. qui fait un taf incroyable. Ok. C'est un chef-op il y a un chef-op français qui est incroyable aussi. Je me Il y a rappelle tellement plus de son beaucoup. nom, mais qui bosse beaucoup aux États-Unis et qui bosse sur beaucoup de super productions. Mais j'ai oublié son nom. Donc je ne pourrais pas aller plus loin dans cette analyse. Mais donc, ok, directeur photo, allez voir ça très vite. Et j'imagine que doit y avoir pour les gens que ça intéresse, plein de bouquins, Oui, des artbooks, des choses comme tout ça. à fait, Où tu ouais. peux aller voir des trucs super cool. Donc, ok, trop bien. En fait, quelque part, s'intéresser un petit peu à qu'est-ce que c'est qu'un directeur photo. C'est hyper intéressant. C'est très très intéressant, hein, toi. Après, exemple, je pourrais citer un autre, toi, c'est Roger Deakins. Ok. Deakins. Deakins. Yeah, you know. Ok, you know. Donc, voilà, là, je prends mon téléphone juste pour vous dire un peu ce qu'il a fait. 1917, Blade Runner, Skyfall, Sicario. Très bien. Tu vois, toutes les choses comme Sicario, ça. c'est incroyable. Tout à fait. Sicario pour les gens, enfin là. Puis ça a une patte c'est visuelle, fou. toi, C'est très, fou, Sicario. très, très graphique. Et donc, c'est tous ces gens. Et des fois, on les oublie un peu. En États-Unis, c'est quand même très centré. Enfin, on connaît un peu plus que c'est un directeur photographique. Par ici, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. Bon, après, c'est ok, on n'en parle pas forcément beaucoup. Mais ça a son importance quand même énorme, quoi. C'est la personne en fait qui gère vraiment le visuel d'un film. Il n'y a pas que lui forcément, hein, attention, mais c'est lui qui gère une grande partie du visuel d'un film. Après, c'est vrai que c'est un des problèmes en France, encore une fois, on va y revenir, mais n'importe qui peut te citer 50 000 acteurs. Par contre, de là aller te citer des réals français, tu vois, ils sont très peu mis en avant. En fait, je trouve que l'industrie du cinéma met vraiment en avant le côté bankable, le côté visible, les acteurs, des choses comme ça, mais l'envers du décor est assez peu mis Parce en qu'après, avant. ça reste en un France. secteur niche. Enfin, mais toi, après, c'était peut-être un mauvais exemple. Quand j'étais aux États-Unis, c'est pas forcément non plus vrai ce que je dis, tu vois. Pour ça, je vais me reprendre. En fait, c'est plus niche quand même. Le cinéma en soi, il faut quand même s'y intéresser énormément pour connaître les réalisateurs, qui a fait le son, les BO. Bon, après, les BO, si je dis Hans Zimmer, généralement, tout le monde connaît normalement, un peu tout de le monde nom. l'a à peu Hans près. Zimmer, peut-être. Oui, Peut-être que oui, je vois bien qui sûr, c'est, oui. Voilà. Non, et puis c'est ok de pas, c'est ok de pas savoir. Des hein. moustaches, là, un grand. sûr. Tu sais, il y a un violon et tout là. Mais ouais, après c'est des postes très niches, tu vois, mais faut savoir que c'est hyper important ce poste-là. Ok, trop bien. Toi, Lana, ta reco culturelle, c'est quoi? Ouais, j'ai eu un blanc là. Ouais, je vois ça. Une absence. C'est pas grave, tu veux que j'y aille? J'y vais, hein, si Bonjour. tu veux. Je suis de retour. Non, c'est le début du podcast. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts. Et puis voilà quoi, c'est Lana aujourd'hui qui nous parle de sa recommandation culturelle. Et ben moi, c'est L'Hémophile
qu'on a rencontré, un artiste qu'on a rencontré du coup au festival Buena Onda musique et qui a une équipe d'ailleurs de musiciens avec lui et je trouve parce que en fait comment dire, son travail est assez poétique, il a une énergie qui est incroyable humainement, on a pu le rencontrer, discuter avec lui. Je sais pas, j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste et du coup, voilà, je vous conseille d'aller écouter fort l'hémophile. C'est du rap slam poétique mélancolique avec des instruments sur scène, avec une vraie, il y a une vraie puissance dans l'interprétation aussi. Exactement. Un univers qui est développé tout autour, c'est très très bien. Allez écouter l'hémophile, c'est incroyable ce qu'ils font. Donc on les salue, effectivement. Petit applaudissement. Oui, bravo l'hémophile. Ça tu l'aimes ce... J'adore. T'as vu, il y a un mec qui fait. Alors, il dit ton nom là. Ok, trop bien. Moi, je vais partir sur une série Netflix que j'ai regardée cette semaine qui s'appelle The Recruit. Ça doit être en français, ça doit être La Recrue, j'imagine. Ah, ok, ouais, c'est bon. Ouais, parce que là, on comprenait pas trop ce que tu dis. C'est un agent de la CIA, un avocat de la CIA en fait, qui se retrouve à devoir s'occuper d'une affaire hypersensible d'espionnage époque URSS, mafia russe, tout ça, et qui se retrouve en fait embarqué dans un truc qui le dépasse aussi, dans une enquête qui va. Et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que les personnages étaient très bien écrits. Je trouvais que l'espion russe, le personnage était incroyable, l'actrice l'incarnait très très bien, il y a du suspense et en même temps moi j'aime bien dans les films quand ça tchatche. J'aime bien quand ça tchatche un peu, tu vois. Et parce que quand ça fait du boum boum, moi ça me gonfle un petit peu. Mais là ça tchatche beaucoup, c'est beaucoup de l'échange d'infos, de la menace, des pressions, et c'est très très cool. Moi j'ai beaucoup aimé, donc c'est une saison qui est sortie et la deuxième qui va sortir cet hiver. J'étais passé à côté, c'est sorti cet hiver, a priori je suis passé à côté. C'est une super série, ouais, vraiment bien. J'étais dubitatif moi au début, je me disais putain ça a l'air d'être cucu, enfin c'est un peu péjoratif de dire ça. Mais c'est surtout l'acteur qu'ils ont choisi qui. Oui, c'est ça. J'ai bien oublié son prénom, excusez-moi. Ma compagne, elle m'a dit, mais tu regardes ça et tout. Je dis, bah ouais. Elle me dit, mais lui, il joue dans des trucs de meufs et tout. Tout à fait, oui, bien sûr. Oui, il a fait. Lui, il fait tourner le cœur des adolescents. Ça n'arrive en Netflix. Hein. Il a été beaucoup mis en avant par Netflix à la base. Mais en fait, la série a bah voilà, Noah Centineo. Voilà. C'est et ça. Qui là, du coup, donc. La série prend un tournant en fait beaucoup plus sérieux au bout d'un ou deux épisodes. Dramatique. Et il y a des bons plot twists, etc. Vraiment très bien. Et ça m'a rappelé une série qui est Bodyguard. Ah oui. Qui est un peu, je trouve, un peu dans la même veine pour certaines choses, qui est très intéressant. Un peu, ouais. Oui. Après, je trouve que c'est quand même La Recrue, là, c'est quand même vachement. C'est vraiment très dynamique, tu vois. Tous les épisodes sont construits tous en 3 actes avec un plot twist à la fin. Et en même temps, tu traites l'histoire de fond. En gros, si tu analyses un petit peu comment ça se passe, tu as une intrigue qui est réglée en 3 épisodes, une intrigue qui est réglée sur la saison et une intrigue qui est réglée dans l'épisode. C'est fait pour être binge-watché direct. Et en fait, ça, c'est vraiment super bien construit scénaristiquement. Et les personnages sont grave cool. Les dialogues sont ouf à couper au couteau. C'est trop trop bien. Donc, allez voir La Recrue. Cassez-moi ça. Si je peux me le permettre. La 4e question, la question bonus, s'il vous plaît. Elle découle tout droit de ce que je viens de vous dire. Si vous ne deviez regarder plus qu'une seule série dans votre vie. Ah oui, d'accord. Laquelle ce serait? Allez, je suis sympa, je vous en donne 2. Waouh. Je pars, mais pour une série, là j'aurais pas de deuxième nom, et encore, enfin, ouais, c'est vraiment une réponse pas bateau, hein, mais ce serait Son of Anarchy. Ouais. Parce que je trouve cette série incroyable, très bien menée. Puis bon, après, je pense surtout que c'est la nostalgie qui parle, parce que je l'ai regardé quand j'étais assez gamin. Ouais. Je sais pas si vous connaissez Son of Anarchy. Moi j'ai regardé la première saison et j'ai pas du tout accroché. Et bah, ça démarre vraiment après en fait. Ouais. C'est une série en fait, c'est à propos de bikers. Ok. De bikers dans une petite ville américaine. Des bikers, c'est vraiment des criminels. Hein. C'est des gros criminels. C'est un gang de bikers. Il y a 6 saisons, donc ça reste 6 ou 7 saisons, donc ça reste quand même une série en soi conséquente. Mais l'intrigue est super bien amenée, tu t'attaches vraiment. En fait, c'est des mecs, c'est des monstres la plupart. Hein. C'est vraiment des monstres et il y a rien à leur enlever. Hein. Enfin, il y a rien de bien. Enfin, ils ont des côtés humains, tu vois, mais enfin, c'est des salauds de toute façon. C'est des tueurs, ils torturent. Enfin, il y a énormément de choses, mais elle est amenée d'une certaine façon. Enfin, moi personnellement je m'en lasse pas. Après c'est sûr qu'il faut rentrer dedans. Le premier épisode c'est un peu long, tu vois, mais c'est le temps qui est de montrer tous les personnages, toutes les intrigues. Mais ça, c'est une série vraiment que j'ai regardé 2-3 fois d'affilée, que j'ai regardé pendant les 7 saisons, tu vois, et que je me lasse pas, tu vois. Mais
Il fait Ok. beaucoup de tu vois. Et c'est parce qu'on voit bien. Mais je ne sais pas après quoi dire d'autre, parce qu'en fait, il y en a tellement. Ça, c'est des questions vraiment que j'arrive pas à Ouais, répondre. ça, c'est des questions de Oui. merde. Hein. C'est des Putain, questions de merde, là, mais ça, complètement. C'est Et tu sais, dur. c'est celles qui te font faire un vrai choix et voilà quoi. Mais qui engagent à rien. T'as le droit de regarder d'autres séries quand même, t'inquiète. Je ne sais pas. Lana, ça serait quoi toi? Bah, moi, après, ça va être un peu redondant. Hein. Oh là, c'est les chroniques de Bridgerton. Arrête non, mais oh On a senti la Ouais, haine, là. je me fais engueuler, hein, t'as vu? Quand je le dis, les gens ne croient pas. Vous le voyez maintenant. Du coup? Misogyne, bah. Arrête. Voilà, j'adorais, mais j'étais très étonné de voir qu'il était Lady Whistledown. Tu es viré. De ton propre podcast. Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Ouais, du coup, c'est pour ça, c'est un peu redondant, mais. Après j'en 10 ai déjà saisons, parlé, hein. 10 saisons de 10 heures, c'est un bon contenu quoi. Ouais, mais c'est. Ouais, non, c'est une série qui m'a marqué, donc du coup, Ouais. Game Je of comprends. Thrones. Game of Elle est vraiment arrivée en plus, elle a redéfini la place du genre série, je trouve. Oui, Tu vois, c'est qu'il y a un avant et un après dans Puis, la production de surtout série. que ça montre que le binge-watch est inutile, Ouais. entre guillemets, pour... Oui, il a sorti un épisode par semaine, parce qu'au fonctionne aussi. final, ça crée une vraie attente autour des épisodes. non, ça me rend Ça dingue. crée des événements dans les bars, les Ouais, gens qui puis se retrouvaient dans t'as les une bars pour voir l'épisode en ritualisation, direct. tu vois. Ah ouais Ah ouais, bah, en France, dans certaines villes, beaucoup. Ouais. Dans d'autres pays, encore plus. Mais même moi avec mes potes, hein, les lundis soirs, on se Tout retrouve à pour fait. regarder Game of Thrones, tu vois. Tout à Moi, fait. j'aurais trop aimé, mais. Tout ouais. à fait, et ça, c'est ce qu'on perd un peu avec, avec Prime, Netflix, Disney, Ouais. etc. C'est que comme tout sort d'un coup, la plupart du temps, bah, il n'y a plus cette attente parce que vraiment tu manges tout seul dans une Ouais. semaine, 2 jours, 3 jours. Et il n'y a plus ces rendez-vous un peu tous les lundis ou tous les mardis. Tu te dis, il y a pas mon épisode qui sort. Tu vois, Moi, je me rappelle qu'à cette époque, j'habitais encore chez mes parents. Mhm. Mes parents me voyaient très peu. J'étais jamais chez moi, mais par Ouais. contre, comme je me bougeais pour aller voir l'épisode, c'était un Ouais. truc de fou. Tu sais, c'était en mode je courais. Ne me parlez plus, rentrez plus dans la chambre. Oui. Là, c'est bon, c'est mon moment. Ok. Donc, ouais, ça m'est jamais arrivé Donc, avec une série. Donc, ouais. Donc ça part sur Game of Thrones. Ton personnage préféré dans Game of Thrones? vas-y, c'est trop dur comme Ouais. Tu question. sais, c'est celui qui meurt là. Ouais. Tous. Tous, je les aime. T'en as un, toi, Dan, que C'est, tu préfères? Je sais pas. Arya Stark, elle est quand même incroyable. Ah ouais, t'es ce genre de personne. Je te juge. J'ai beaucoup aimé Daenerys Targaryen Ouais. jusqu'à la fin. Mhm. Je vais pas. Même spoiler la pour fin tout. y compris. Mhm. Non. Non. Non, à la fin, elle m'a saoulée. Ah ouais. Ouais, mais quand même, personnage La incroyable. série oui, qui a saoulé tout court à la fin. Ouais. Ouais, non, par contre, la fin, on est d'accord. Hein, Mm. Mais les scénaristes étaient en âge bâclé. total. Ouais. Comme ils avaient plus, enfin, c'est mon avis personnel, ça se voyait qu'ils avaient plus du tout depuis plusieurs saisons Oui, et puis de toute l'apport façon- du livre. Et puis ils étaient sur d'autres projets, tu vois. Ils brigaient Bah, les les nouveaux Star Wars, etc. Et puis ça se voit même sur les voyages en dragon en 30 là là. secondes. Mais par contre, visuellement, c'était incroyable. Attends, mais hein. c'était très joli Ouais. pour une Les série. dernières saisons étaient beaucoup. Comment dire, La bataille des beaucoup bâtards, plus etc. jolies. Ouais, Incroyable. Moi, j'ai Mais des même, scènes qui me viennent en tête qui Et sont même les plans magnifiques. Ah, mais tout à fait. quand Port-Réal a été rasé et que tu vois Daenerys avec son arme, c'est incroyable. Non, visuellement, c'est très beau, surtout pour une série. Il faut le rappeler, c'est Ouais. une série, donc avec des délais plus courts. Bon, après, avec un budget plus gros que certains films, tu vois, mais Ouais, mais enfin bon, fallait Voilà. qu'ils pompent 10 heures en un an, quoi. incroyable. C'est juste, ça a été très Bâclé. vite bâclé, Bâclé. quoi, à la fin. Oui. La bataille contre les marcheurs blancs, enfin, sans spoil. Bon, après, ça fait un moment que c'est sorti, donc. Oui, on bien. s'en fout du spoil maintenant, c'est bon. Mais, Ouais. mais bon, Ok. très bâclé, ouais. Mais très sympa, c'est sûr. Ouais, je trouve que ouais, franchement, même si les dernières saisons, elles n'ont pas gagné mon cœur, visuellement, Wow. c'est les plus belles. Elles ont gagné tes yeux. Ouais, elles ont gagné mes yeux. Et pour la deuxième, du coup, j'ai un petit truc qui m'a sauté à l'esprit, et ça n'a rien à voir avec ces genres de séries gros budget, c'est The Office. Ah ouais, The Office. Parce que c'est, je sais pas si tu connais, Lana, ça a l'air d'avoir. Je me suis pas penchée dessus, j'avoue. c'est bah- c'est Steve Carell qui a l'origine de ça. c'est ça. si je dis pas de bêtises. C'est comme pas un sitcom, mais un peu dans le style, tu vois. Non, mais c'est en fait ça. C'est tu vois, génial. c'est des salariés dans une entreprise de papier, tu vois. mais Donc, je crois que j'ai vu le premier dis le épisode. speech, ok. Et en fait, c'est un documentaire qui sont en fait qui tu les suis et c'est hyper simple. C'est vraiment hyper simple le speech. C'est juste que tu suis tous ces gens, tous ces salariés dans cette entreprise, tu te prends à cœur. Et le patron, Michael, c'est un malade, genre un malade avec ses salariés. Vraiment un malade, un enfant. Imagine un enfant, patron d'une boîte. Et, Ok. et tous, ils ont en fait des traits de caractère. Tu vois, t'as le patron qui est malade, t'as
t'as le mec qui dort tout le temps, t'as celle qui est hyper aigrie, t'as l'autre qui veut être toujours premier, se montrer bien. Mais en fait, et c'est un mix de tout The Office. Mais après, en soi, c'est populaire hein, comme série, c'est assez connu. C'est quand même hein. plutôt connu. Oui. Et mais tu t'y attaches de ouf. Et cette série, en fait, je sais pas, elle m'apporte un petit truc quand je la regarde. Toi, je peux des fois chez moi, je lance des épisodes au hasard. Ouais, c'est qu'elle a ce petit côté reviens-y, nostalgie, de légèreté. Toi, t'es pas bien, bah tu lances The Office. T'as envie de rigoler, tu lances The Office, tu vois. Moi, le truc que je lance comme ça avec des épisodes au hasard, c'est Desperate Housewives. Ah ouais. Ouais, j'adore. Ouais, j'aime pas. C'est un peu plus. Pas moi, j'ai jamais regardé. Ouais. Mais, Ouais, non, moi j'aime bien parce qu'il y a, tu sais, il y a un peu le qu'il y a Eva délire. Longoria. Non, pas que. Non, moi j'aime bien en fait l'aspect où il y a toujours des petites leçons à tirer Ouais. des épisodes et tout. Moi j'aime bien. T'aimes bien l'aspect moralisateur, toi. J'adore un peu, tu sais, Les psy, potins, tu ouais. vois. Ouais. Non, mais tu sais, rentrer. C'est surtout les potins. Non. Ah, c'est que ça. C'est que ça, de toute façon. Mais stop, putain, tu veux pas inviter une autre meuf là? Mais moi, c'est Brooklyn Nine-Nine, puisque je sais pas si vous connaissez cette Puisqu'on te série. le demande. Parce que vous me le demandez. Très très bien. Brooklyn Nine-Nine, moi j'adore cette série. Je peux la regarder en boucle toute ma vie. En fait, je le fais déjà. Je pense qu'avant de m'endormir, je regarde Brooklyn Nine-Nine. Pour manger, je regarde Brooklyn Nine-Nine. Pour goûter, je regarde Brooklyn Nine-Nine et en boucle. Ok. Ah, c'est un peu dans la veine de The Office, Ouais, enfin, en c'est délire ça, un petit peu. c'est vraiment des trucs, Tu suis ces Des policiers dans personnages leur, dans caricaturaux, leur qui commissariat. n'importe quoi. Et, ouais, c'est ça. Ou Scrubs. Ouais. Scrubs aussi, vraiment. C'est quoi ce Incroyable. truc? Elle a perdu là. Scrubs, Ouais, je suis pas Scrubs, c'est une série tard l'époque, qui se passe dans un hôpital et où tu suis, T'as pris le jus? tu suis, À l'aide. tu suis une équipe de médecins, d'internes de 2001, tu vois, et ils font n'importe quoi et c'est trop bien. C'est complètement absurde. Ok. Je pense que c'est un des trucs les plus absurdes qui existent à la télé, tu vois, genre. À un moment, il parle et puis il a la tête qui se met à gonfler, qui explose comme un ballon et puis il recommence à parler. Enfin, tu vois, c'est Ok. vraiment, ou alors il a la tête qui flotte, tu vois. Genre son fantasme, c'est d'être un médecin à la tête flottante et des fois il y a juste la tête qui flotte. Ok. Ouais, c'est particulier. Difficile à vendre. Difficile. Ouais, difficile à vendre. Mais ouais. T'inquiète. Scrubs, incroyable. Voilà. Ok, trop bien. Un petit truc à rajouter ou on peut se terminer par ici? Passer une bonne fête de la musique. Une bonne fête de la musique à tout le monde. Oui. Puisque c'était hier. T'as vu que ça sort demain et que c'est Ouais. aujourd'hui qu'on enregistre. Ouais. C'était hier. Ouais. Et on espère que vous avez passé une bonne fête de la musique. Du coup, Avec prudence. avec prudence. Oui, tout à fait. Et puis Voilà, quoi. Et puis voilà quoi. C'est la fin de cette émission Haute en couleur. Est-ce que tu peux nous redonner tes réseaux, Duncan, au cas où les gens Pas de veulent te souci, contacter? je vais les venir épeler voir. pour les gens qui ne me connaissent pas. Du coup, Vas-y. mon compte perso créatif DNKSWOLE, donc Swole, et mon compte de mon entreprise DNK Studio-6. Ok, génial. Quant à nous, on se retrouve sur toutes les plateformes. Enfin, toi, Lana, tu veux donner tes réseaux? Et puis voilà quoi. Ouais. Super. Ouais. c'est bien. Non mais t'as raison. Yes, let's Moi, j'en go. donne pas plus non Bah, plus. c'est lana.inès et tiré du bas. Ouais. Voilà. Super. Underscore, on est là. Sinon, nous, on se retrouve sur toutes Putain, les... c'est- Ah ouais, attends, j'ai dit tirer du 6 moi. Ouais, je C'est sais pas du tout ça en C'est fait. un underscore? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est un Ouais. underscore. Ah ouais, DNK Ok. Studio tirer du bas du coup. je vais Tiré dire. du bas, tiré du 8, underscore. Donc sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, tout ce qui finit par musique, tout ce qui finit par podcast. On se trouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Et puis voilà quoi, sur FM 43 tous les mardis à partir de 16h. On espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous car c'est le bouche à oreille qui nous fait le plus progresser. Et d'ici là, on se retrouve jeudi prochain à 6h du matin pour une nouvelle émission et bientôt la fin de la saison et bientôt des nouvelles annonces et bientôt tout ça. Donc restez à l'affût. J'en profite pour dire qu'on a organisé un concours pour gagner le bouquin qu'on avait présenté il y a 2 émissions, donc Tiling et les mondes à la découverte des mondes élémentaires. N'hésitez pas à participer et puis d'ici là, écoutez, tirage. je vous souhaite Pardon. Tirage au sort dimanche. ce dimanche 25 juin à 25 juin 20h. à 20h. Donc allez-y, let's go et puis faites péter les écoutes, faites péter les audiences, faites péter tout ce que vous pouvez et encore merci de nous avoir écoutés. Des bisous. Ciao. Bisous. Et ben voilà. Et puis voilà quoi.